Bonjour tout le monde, c'est Maxime. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait un temps de merde à Paris. Du coup, je vous propose d'aller dans un désert aride pour suivre Timothée, Bab tout fragile, qui essaie de draguer la meuf de Spider-Man en se battant contre une tribu de chauves, en chevauchant un symbole phallique. C'est parti. Salut Axel, est-ce que ça va? Bah oui, ça va et toi? Bah ouais, je vais bien. Salut Olivier, comment ça va? Excellent. Ah mais c'est Un peu merveilleux. facile cette insulte de Bab tout fragile, non? Oui, mais en même temps, il l'a un peu cherché. Hein. Tu remarqueras quand tu regardes avec le casque. Bah non, quand tu regardes la fin du film, non. D'accord, mais il reste quand même vachement Clermont-Ferrand. Style. Je sais pas, je le vois là, dans une ville française random, ce mec. J'ai Ah oui, c'est l'impression. bien, j'ai bien compris Clermont-Ferrand. Oui, c'est Clermont-Ferrand. D'accord. Mais parce qu'on est allé à Clermont-Ferrand, toi et moi, Axel, il y a pas longtemps, que C'est c'est pas vachement vrai. bien. Mais dévoile notre vie privée, y a pas de souci. C'est genre sur Instagram, c'est genre on l'a dit partout. Non, genre. y a que je tiens que sur le tien. Il y a vraiment personne. Et c'était vachement bien Clermont-Ferrand. Allez à Clermont-Ferrand. Oui, c'est bien. Enfin, pour le festival, hein, sinon y a rien à faire. Oui, non, je clairement. rigole, c'est pas vrai, Non. c'est pas vrai, c'est Non, pas vrai. Y il a est plein gros. de choses à faire. Moi aussi, je viens d'une ville de région. Donne un exemple. C'est quoi Hein Donne un exemple de truc à faire à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, on peut remarquer que sur chaque arrêt de tram, il y a un animal différent. C'est-à-dire que tu peux être à l'arrêt de tram, je sais pas moi, bon ça n'existe pas, mais République. Et en fait, la station de tram République est associée à une chèvre, par exemple, ou à un cochon, ou ce genre de choses. Voilà, c'est l'un des trucs les plus mémorables de la ville de Il Clermont-Ferrand. faut savoir que ça nous a vraiment fait notre voyage, cette vanne. Voilà. Exactement. Et on a beaucoup aimé. Donc Olivier va à Clermont-Ferrand. Ça m'a l'air absolument passionnant. Mais oui. La richesse culturelle, on dirait Florence. Ou Paris à la limite. Ouais, une Je suis chèvre un à peu côté d'un chauvin, je suis un peu chauvin, j'aime bien Paris. En plus, les gars, on a vraiment un public de Clermont. Du coup, je propose qu'on. Ah bon? Mais oui, on a un public. Ah mais il y a les Clermontois, Oui, il y les a Clermont-Ferrand, les- les Clermont-Ferrand. les gens de là-bas. J'ai voulu dire c'est comment on les appelle, putain, ils nous l'ont dit en plus. Ouais, de ouf. Les Clermont-Ferrannais, les Clermontois, les Clermontais, les. Tu t'enfonces. Non, mais je sais pas. De pire en pire. Mais en tout cas, on dit bonjour à notre public de Clermont-Ferrand. Bonjour. J'espère que vous allez bien depuis. Bon. Dune 2, c'est le film le plus attendu de l'année, je pense. 2 ans après le premier, est-ce que Denis Villeneuve a réussi son pari de créer une saga qui restera gravée dans l'histoire du cinéma? Et oui, on se pose des vraies questions à Interséance. On va se poser la question tous ensemble, mais avant... Il y a un petit événement, tout petit, qui s'appelle les Césars, qui a eu lieu la semaine dernière. Et ça vous dit qu'on revienne un petit peu dessus, les gars? Bah ouais. Et je crois qu'Axel, toi, t'avais une petite direction, t'avais envie de nous en parler. T'étais Ouais, content. non, c'est l'occasion, c'est pas souvent qu'on fait un petit interséance juste à la suite des Césars. Bon, alors, petit disclaimer, ce podcast, c'est la 2e fois qu'on l'enregistre. Voilà, c'est-à-dire qu'on a déjà enregistré ce podcast il y a 2 jours, sur laquelle on a déjà fait notre réaction aux Césars, mais par malencontreusement, le hasard de la vie a fait qu'on a perdu les rushs. C'est-à-dire que c'est moi, quoi. J'ai juste Voilà, pas Maxime a fait une enregistré. connerie. La seule fois où on le laisse derrière la mixette, il fait une dinguerie. Donc Alors, voilà. Non. Oui, clairement. Enfin, bref, maintenant ça fait un petit temps que les Césars c'est sorti, puis quand vous écouterez l'épisode, ça sera peut-être sorti depuis 2 semaines, qui sait. Mais non, je voulais revenir sur les Césars parce que déjà pour nous féliciter, messieurs, parce que beaucoup des films qui étaient présents dans notre top 5 2023, allez voir la vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Pratea. Beaucoup de films qui étaient dans notre top 5 ont été récompensés d'une manière ou d'une autre, que ce soit les acteurs, la réa, même les Césars techniques. Et déjà, dans un premier temps, bravo à vous. Surtout à moi, en fait, on va pas se mentir, puisque Wow. mon film préféré de l'année, qui s'appelle Chien de la casse, il a gagné le César de meilleur premier film pour Jean-Baptiste Durand. J'en suis très heureux. Et je suis aussi très heureux que Raphaël Quenard ait gagné la révélation masculine et non pas le meilleur acteur pour Yannick, ça aurait été vachement bizarre. Mhm. Donc voilà, à titre personnel, c'est quand même une sacrée réussite. Oh, mais je veux dire que moi aussi, à titre personnel, je trouve que je suis hyper content. Parce que moi, Monia Chokri de Simple comme Sylvain, elle est quand même passée devant Christopher Nolan. Ouais, mais son film est pas ouf, donc... Le film de Christopher de Nolan. Christopher Nolan. Il est pas ouf. Il va gagner un Oscar dans un mois. Il grave oui tous les prix à chaque partout Ouais, où mais, il va. Bohemian Rhapsody a gagné un Oscar. Hein. C'est... Waouh. Comment oses-tu comparer les deux? Non, mais je pense que c'est le film qui a été le plus primé de l'année. Je pense que ça Certainement. 300 prix, quelque chose comme ça. Je taquine, effectivement. Oppenheimer n'est pas un mauvais film. J'ai juste bon aimé, c'est tout. Non, il parle en tant que fanboy, il faut l'excuser par rapport à ça. Surtout Mais- que j'aime beaucoup Nolan en plus. Donc, Ce oui. que je viens de dire, oui, fanboy. Non, mais t'as pas précisé de qui. J'aurais pu être un fanboy de Monia Chokri.
Bah moi je suis un fanboy de Monia Chokri depuis la semaine dernière. Depuis actuellement 2 minutes. Depuis actuellement 2 minutes. J'aime beaucoup. Ouais. Donc ouais, très satisfait des résultats. Son film est incroyable, il faut aller le voir. Mais il y a Léa qui est pas ici, mais qui a aussi été. On l'embrasse. On l'embrasse, Léa, qui a aussi justement eu son film qu'elle avait recommandé dans la vidéo, qui est son film préféré de l'année, donc Le Théorème de Marguerite. L'actrice principale a aussi reçu l'Oscar de la meilleure révélation féminine. Donc L'Oscar, carrément. oui, pardon. Vraiment, mais Oscar et César, ça me pète les steaks. J'en peux plus. Ils ont fait exprès les Français. Ils ont dit non, ils ont un Ils sont Oscar, nous, on va relous. mettre César. En plus, c'est vraiment à un mois intervalle, genre c'est Ouais. infernal. Non. Donc voilà, le César aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de films que nous dont on avait parlé qui ont été primés. Donc moi, je suis très content. J'étais un petit peu déçu, en effet, par rapport à Vermine. J'aurais aimé qu'il ait été nommé, qu'il ait eu un prix. Je trouve le film génial et j'ai envie que plus de films de genre. Oui, mais et il y de avait d'horreur Chien de la amènent. Casse devant, en fait. Oui, d'accord, mais c'est pour ça que je suis pas déçu. Voilà, bah en fait, Voilà. c'est sûr, tu tombes tu tombes sur l'année où il y a Chien de la Casse, comme si tu tombes pour ton meilleur film. Par exemple, Jeanne Eric a Je verrai toujours au visage, qui est un très très bon film, et elle tombe l'année d'Anatomie d'une chute, quoi. Ouais, voilà. C'est un manque de bol. Ils sont un peu dans la même catégorie de gros jeu d'acteurs. Elle ressort quand même avec un César, avec du coup le meilleur second rôle pour Elisabeth Adèle. Boulos. Très mérité d'ailleurs. Oui, c'est Adèle. Elle avait déjà eu un truc, Adèle? Non, je crois Bah, pas. révélation féminine pour la vie d'Adèle, non? Ah oui. Je crois. Révélation féminine pour la vie Oui, d'Adèle, il me oui, semble. Si, oui, je confirme. J'avais vu ça il y a passé il y a 2 jours. Mais du coup, Anatomie d'une chute, c'est vrai. Le rouleau compresseur français qui, même à l'étranger, du coup, va aller ramener énormément de prix. Qui gagnera contre Oppenheimer, retenez bien. Mais, Aux Oscars. mais tu te rends compte qu'on commence à se poser la question. Tu te rends compte qu'à la base, du coup, Moi, il j'ai était- envie d'y croire, parce que c'est l'un des... Regarde la douille qu'il y a eu quand même. Il était à la base promu pour les Oscars en tant que il voulait être posté en tant que film étranger et du coup ils ont mis La Passion d'un bouffon qui va être mis dans la catégorie film étranger à la place. Qui n'a pas été sélectionné, d'ailleurs. Qui n'a même pas été sélectionné, vraiment il ne prend rien du tout. Mais c'est comme Bradley Cooper avec Maestro qui prend rien. Mais justement là, Anatomie d'une chute, du coup, vu qu'il a commencé sa carrière internationale, eh ben il va peut-être pouvoir rentrer dans la catégorie de non pas des films étrangers aux Oscars, mais de films juste de films en général, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans la catégorie meilleur film, meilleure réalisation, meilleur tous les prix. Donc, C'est un peu comme donc, l'époque voilà. de Parasite, par exemple. exactement, voilà. À la base, il avait justement été coupé des Oscars par rapport au discours de Justine Triet, je crois. Il y a eu tout un débat par rapport à ça et finalement il a réussi bon à contourner. Ouais, il y a eu il y a eu vraiment une énorme tollée par rapport au discours de Justine Triet. Vraiment, c'était parti assez loin. Au point que les Oscars, l'Académie à Los Pas Angeles... les Oscars, Ah, mais les par Césars. contre, c'est César, ça veut dire représenter la France. Et aussi, la France ne voulait pas que ça soit représenté par Anatomie d'une chute après ce speech-là. D'accord. Et c'était Eh ben, vous vraiment- m'apprenez un truc. D'accord. C'était aussi très révélateur sur à quel point l'État a une influence là-dedans dans le monde artistique. C'est qu'on a représenté, excusez-moi, C'est fou quand même comment le monde artistique se veut un petit peu anti-système et au fond si dépendant de ça, quoi. non, Justine Triet a quand même eu les huevos de faire ce speech elle savait que ça allait avoir de la controverse, Mhm. mais je pense que personne s'attendait à ce qu'un film français qui fait parler le monde entier Mhm. ne soit quasi blacklisté pour ce speech-là, où on ne voulait pas que ça soit représenté pour les Oscars Ouais. ou pour les Golden Globes. La France ne voulait pas que Anatomie d'une chute représente la France. Et ils ont choisi un autre film. Ma mémoire me... La passion de Dodin Bouffant, ouais. La passion de Dodin Bouffant. Yeah, something like that. Ouais. Yeah, au Avec lieu de Benoît Anatomie Magimel d'une et- chute. Et ça peut être extrêmement étonnant. Mais c'est pour des raisons politiques au final. Ok, bah nous en tout cas on est très contents des Césars. On espère que Justine Triet ira loin pour la suite. Et maintenant on va peut-être pouvoir commencer à parler du film le plus attendu de l'année. Tu penses que c'est le film le plus attendu de l'année? Je pense que pour beaucoup, ouais. Hein, Ah, ok, en d'accord. termes- J'avais pas senti cette hype-là, mais ok. d'accord. En termes d'importance cette année, à part ça et Furiosa, il y a pas. Il y a Furiosa, c'est vrai. Il y a aussi. Furiosa. Après tu vas avoir Deadpool et Wolverine. Ouais. Dans Mais les sinon- films plus gros spectacles, ouais, il y a ça. Mais sinon cette année a été pas mal désertée par les énormes sorties, contrairement à l'année dernière où il y a eu quand Ouais, il y même. avait beaucoup d'énormes sorties. Beaucoup des gros d'énormes réas. sorties. Mais il y a encore Shyamalan qui sort un film cette année. Non, c'est sa fille. Hein? C'est sa fille qui sort un film. Ah, autant pour moi. Ça m'a fumé. Tu regardes la bande-annonce, tu dirais que c'est lui. Non, c'est juste sa fille. genre. Mais bon, on y va. Alors, c'est parti pour Dune. Bande-annonce. Tu ne me perdras jamais, Paul Atreides.
vont donner quelque chose à espérer. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Paul Atreides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Eh ben, c'est parti. Avant qu'on commence à donner nos avis, j'aimerais bien que chacun d'entre nous fasse un petit état des lieux de son rapport à la saga Dune, pas que la saga cinématographique, mais aussi son rapport à l'histoire et au livre. Est-ce que vous l'avez lu, le livre? Est-ce que vous avez vu d'autres films, d'autres documentaires, d'autres œuvres? Quel est votre rapport à Dune? Est-ce que, Axel, tu veux commencer? Oui, ben mon cerveau est totalement vierge de tout ce qui touche à Dune. Il faut le savoir, je n'ai pas vu les films de Lynch. Le film de Lynch, il en a fait qu'un. Un seul, oui. Ouais, je n'ai pas vu la série aussi qui est sur les livres. Je n'ai pas lu les livres non plus. Voilà, je veux dire, je suis un parfait novice pour ce qui est de l'univers de Dune. Et j'ai vu Dune 1, pas à sa sortie. Non, je l'ai pas vu en 2021. Je l'ai vu en fait le jour de la sortie du 2, puisque je me suis levé le matin. Je me suis dit, je vais voir Dune 2 ce soir, il faut que je rattrape le 1, ça me paraît plus ou moins logique. Professionnel, j'aime Et beaucoup. En fait, oui, absolument, honnêteté intellectuelle toujours. Et ce que je fais, c'est quand je sais que je vais voir un film chiant, parce qu'il faut le dire, j'avais pas eu de très très bons retours sur le film, enfin rien qui m'encourageait, et je sais pas, l'univers me tentait pas trop, et j'ai jamais fait l'effort d'aller le voir à sa sortie, ni même à sa ressortie, c'est pour vous dire. Et j'ai décidé de le regarder chez moi, sur ma petite télé, en me levant, parce que c'est la technique que j'ai. Quand je sais que je vais regarder un film chiant, je le fais en me levant. Comme ça, je suis sûr que je serai bien concentré, pas une once de fatigue, puisque je viens de me lever, en fait. C'est à ce là qui regarde mes films. Tu es dur avec toi-même. Et ouais, faut savoir que j'ai quand même réussi à me réendormir devant Dune 1, bien que je me sois levé il y a à peine 30 minutes. Mais enfin non, Dune 1, je trouvais que était malheureusement un petit peu vide, qu'on n'utilisait pas assez l'univers qui était donné quand même au réalisateur. Je trouvais pas assez généreux dans les idées, dans tout ce qu'il pouvait tirer de cet univers qui m'a quand même l'air assez rempli, assez intéressant. J'étais déçu sur pas mal de choses. Je vais pouvoir rebondir là-dessus quand je vais parler du 2. Mais voilà, grossièrement, je trouve que le 1 aurait pu être résumé dans le 2 avec un texte déroulant à la manière de Star Wars au début du film. En fait, c'est pour vous dire, j'ai vraiment pas trouvé le film très très intéressant. Oui. Olivier? Moi aussi, je suis un novice total par rapport à Dune. Et je précise que là, on parlait bien du 1. On va arriver sur le 2 juste après, mais là, on fait juste un tour de table sur le 1. Oui. Je m'y connais mal dans la littérature New Wave. Ce n'est pas nécessairement une littérature qui m'intéresse énormément. Mais j'avais extrêmement hâte de voir le premier Dune à sa sortie. J'ai un amour profond pour le cinéma de Denis Villeneuve. Je trouve que c'est véritablement un auteur à blockbuster, comme on a si rarement. Et je dirais, il arrive dans cette catégorie, dans le fait d'équilibrer art et spectacle. Il le fait encore mieux que Nolan. Il a véritablement une profondeur artistique. C'est chaud, hein? Sorry, Christopher. Non, mais vraiment, je ne sais pas si vous Christopher s'en branle, puisque Denis a dit la même chose sur Christopher, donc donc je pense qu'il en a trop rien à foutre. Yeah, that is true. C'est un peu le Chris Rock et Dave Chappelle du cinéma. Tu vois, genre, ils se complimentent non-stop. He's the best. No, he's the best. It's like... Non, mais c'est quand même, premier contact. C'est mon film préféré de Villeneuve. Yeah, moi aussi. Non, c'est incroyable. Et... Pas Prisoners? Prisoners, c'est bien, c'est même très bien, mais j'ai préféré Premier Contact. En fait, moi aussi. Ouais. Non, parce qu'on pourrait parler de chacun de ces films pendant 2 heures. Mais donc, j'avais énormément envie de regarder son film. J'ai vu Dune au cinéma, j'étais au premier rang. C'était une des expériences les plus décevantes que j'ai eues de ma vie. Je pense que c'est principalement à cause de la place que tu as pris, parce qu'au premier rang, c'est vraiment pas simple de regarder un film, quoi. Non, ça va. Moi, ça me dérange pas. Parce que je voulais vraiment être pris par... je voulais être le premier à recevoir l'image. À quel point, moi, j'étais... Titre.
What? Non, ça marche pas en plus. Ou alors je l'ai pas. Bref. Je ne sais pas si vous avez vu Les Innocents de Bertolucci, mais il y a un moment, le personnage de Michael Pitt dit qu'à chaque fois, il va dans la salle de cinéma, il se met au premier rang, comme ça, il est la première personne à voir le film. Et ben, moi, j'étais à ce niveau-là. Et D'attente. j'ai trouvé ce film vide, pontifiant, moche, mal joué, Moche. mal écrit. Ah, mais moche. Même il y avait des effets spéciaux que j'avais trouvé ridicules. Ouh, c'est dur ce que tu me Oui. racontes. Ridicule ou mal fait? Ridicule dans leur design, dans leur direction artistique ou genre mal fait? Ah bon? Mal fait. Oula. Je parle des parachutes qui sortent des ornithoptères. Oui, ils ont un petit côté non texturé, je vois ce que tu veux dire, mais j'y ai cru en me disant, moi, c'est l'univers qui veut ça. Ok, parce que... Ouais, je peux avoir cette impression-là. Je sais pas si elle est due à la qualité des effets spéciaux parce que je les trouve moi, assez travaillés. Mais peut-être aussi, des fois, ça peut ressortir avec l'étalonnage dans ce côté très décontrasté. Des fois, il y avait aussi des plans où je sentais pas forcément tout le poids texturé des environnements parce que justement les couleurs remis dans l'image ne mettaient pas ça en avant, mais du coup ça peut être joué. Il y a ça mais ça a sûrement joué là-dedans, mais en soi déception absolue parce que j'avais l'impression de voir un moyen métrage qui était prolongé en 2h30. Ouais. Qui a fait je ne sais pas comment ils ont pu faire en sorte qu'ils ont produit un tel scénario. Et je l'ai lu, le scénario, d'ailleurs. Et franchement, je ne comprenais pas comment... Il fait pas, genre, c'est pas celui que tu m'as dit qui fait que 90 pages ou... Non, ça, c'est pour Blade Runner 2049. Bah, justement, t'avais aimé Blade Runner 2049 et... J'avais trouvé qu'il y avait des éléments qui étaient décevants, mais en soi, j'ai trouvé ça mieux que Dune. Parce que justement, il y a quand même pas mal de points de lien qu'on peut faire entre Blade Runner et Dune. Après, je viendrai à mon avis, mais juste, je trouve ça intéressant pendant qu'on parle de Villeneuve. C'est-à-dire que Blade Runner et Dune, on a ces deux idées où c'est Villeneuve qui va s'approprier une mythologie déjà existante et il va y apporter son imagerie de science-fiction, du coup, et puis c'est son rythme aussi de science-fiction très particulier où justement il va aller beaucoup plus poser son cadre, créer des scènes, des scènes de tableaux assez cultes, très iconiques. Il va poser le temps. Enfin voilà, il y a tout ça. Toi, t'as détesté dans Dune, mais dans Blade Runner 2049, quand même, il y avait une forme de charme. D'où vient serait cette différence? Parce qu'on ne parle pas de la même chose, dans la mesure où le fait de se poser, de respecter le spectateur et de ne pas et de rejeter l'incapacité d'attention de cette génération TikTok et de se dire moi je veux faire des longs plans qui sont beaux, qui sont contemplatifs, avoir un personnage qui est insolite dans la mesure où il est rempli de défauts, où il est laconique, parfois difficile à comprendre, très opaque. Tout ce que tu as dit, j'ai trouvé qu'il y avait des côtés qui... Bon, il aurait pu le traiter mieux, mais ce n'était pas ce qui me dérangeait chez le Blade Runner de Villeneuve. Le Blade Runner de Villeneuve avait quelque chose à dire. Était concentré et était une œuvre qui était complète. Au moins, plus complète que le premier Dune. Ouais, tout à fait d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs, moi, ce que je vais retenir principalement aussi du premier film. Enfin, pour revenir à mon rapport à Dune, moi non plus, j'ai pas lu les livres. J'étais du coup assez impatient de voir le premier film parce que j'avais toute la réputation qui allait autour, que c'était une saga qui avait démarré toutes les autres sagas de science-fiction, qui était la saga parmi les sagas de science-fiction, encore une fois. Et du coup, pour ça, j'étais très impatient d'avoir son adaptation, mais je n'en avais aucune idée. Je connaissais juste quelques noms d'Atreides, Harkonnen, machin, bidule chouette. J'avais tout de même vu le documentaire Jodorowsky's Dune il y a 2 ans et j'avais adoré le documentaire. C'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu. Meilleur documentaire. C'est niveau Werner Herzog, ce truc. C'est incroyable. Vraiment, si vous aimez le cinéma, ce documentaire, il est essentiel à voir. C'est sur un film avorté, c'est ça? C'est ça, exactement. C'était à la base, c'était Jodorowsky. Et faut aussi, Jodorowsky a été annoncé pour réaliser un film Dune. Et la première adaptation, et finalement, c'est David Lynch qui l'a réalisé par la suite, qui est
David Lynch, film que je n'ai pas vu, soit dit en passant. J'ai juste vu des images et j'ai fait bof. Mais ça devait être Jodorowsky. Et moi, je suis très fan de Jodorowsky, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ses films comme La Montagne Sacrée ou La Poésie à Sinfine, où justement ces espèces de délire psychédélique complètement hors du temps qui très psyché. C'est très compliqué à décrire ce que fait Jodorowsky, mais également sur ses travaux sur l'Incal, sur la bande dessinée, tous ces univers-là qui, on sent, ont travaillé aussi Villeneuve. Et bref, regardez le documentaire Jodorowsky's Dune, vous comprendrez exactement de quoi je veux parler. Je veux juste dire que Jodorowsky est un personnage, moi, qui m'intéresse beaucoup, notamment par rapport à tout ce qui peut développer du côté de la spiritualité, de la religion, de ces thématiques-là. Et sachant ça, ce sont des thématiques qui me plaisent. J'espérais les retrouver aussi dans Dune, parce que je sentais que c'était des thèmes qui étaient liés. Donc j'arrive déjà avec quand même déjà pas mal d'attentes. C'est-à-dire que quand je vais voir Dune, parce que je sais que je suis censé voir une dinguerie. Et j'avoue que quand j'ai vu le 1, première chose peut-être, moi j'avoue j'ai été quand même assez séduit. J'ai quand même été assez séduit, je n'ai pas trouvé le temps long. J'ai quand même été assez séduit sur l'envie qu'avait Villeneuve de proposer une expérience plus sensitive de la science-fiction. C'est ça qui m'avait marqué dans le 1, c'est-à-dire un travail du son, un travail du son assez réaliste, une dilatation du temps qui me perd dans cet espace-temps qui me plaisait beaucoup, cette science-fiction complètement presque antique, presque médiévale, où justement il va pas nous accabler d'écran ou alors d'hologrammes de façon générale ou très peu, et nous montrer justement une science-fiction presque du passé, presque antique, de temples égyptiens, en posant ses cadres et en faisant presque du Michel-Ange ou du Caravage. J'avais cette science-fiction à la fois du coup qu'on voit bien dans le futur mais qui se place dans une image du passé, toujours en nous rappelant à la matière. C'est ça que j'avais beaucoup aimé, c'était de sentir qu'on pouvait toucher l'environnement, toucher le sable, toucher les liquides, que ce soit des liquides des Harkonnen ou l'eau des Atreides. Bon, voilà, il y avait une conception de la science-fiction dans laquelle j'étais très charmé dans Dune 1. Et pour laquelle du coup j'étais très engagé dans l'histoire et que j'étais content du coup de retrouver dans le 2. Mais par contre il y a un truc qui m'empêchait totalement d'avoir un avis sur Dune 1, c'est que je suis totalement d'accord avec vous, le film est totalement incomplet et ne marche pas du tout en tant que film. Quand je suis sorti de Dune 1, je dis c'est une intro, mais le film n'a pas une thématique qui lui est propre dans cette partie-là, le film en tant que film, et donc il faut je pense aussi qu'on garde nos points de vue de spectateur. On regarde un film et je vais aller voir un film pendant 2h30 et pendant 2h30 là j'ai une présentation d'univers, je sens que il y a un potentiel dinguerie, mais ça reste un potentiel et je suis sorti du film et dis la seule chose que je peux me dire c'est on aura la suite dans 2 ans quoi. Et même pour d'autres sagas qu'on a vu, on a vu énormément de sagas au cinéma qui se passaient sur plein d'épisodes, même ça normalement tu sors un film au cinéma, le film doit se complaire au moins en lui-même, proposer une suite, mais au moins essayer de se terminer. Et donc je me réservais bien de donner un avis sur Dune 1 sans avoir vu Dune 2 parce que ça me paraissait totalement incomplet. Voilà pour résumer. Mais peut-être que maintenant on peut voir, parce que nous avons vu du coup maintenant le Dune 2. Moi personnellement je l'ai vu en marathon, je sais pas pour vous, je me suis refait le 1 et j'ai enchaîné avec le 2 juste direct après. Je sais qu'on n'a pas pu le voir ensemble, mais maintenant qu'on a Dune 2 qui vient d'arriver, qu'est-ce que on peut en penser? Est-ce que ça a réussi à compléter un peu l'histoire du premier? Est-ce que ça a permis d'aller plus loin, de répondre de répondre aux questions du premier, ou alors est-ce que vous trouvez qu'il s'est empêtré dans les mêmes problèmes que le premier? Parce que vous avez des avis quand même beaucoup plus sévères que moi par rapport au premier film. Donc quand le deuxième est arrivé, comment vous en sortez du deuxième, Axel? Eh ben moi déjà, je vais reprendre ton mot de potentiel qui est un mot assez juste, parce que j'ai l'impression que c'est dans ce deuxième épisode qui va tirer tout ce potentiel qui ressortait du 1 mais qui semblait mal géré, mal exploité. Je trouve que dans le 2 c'est
C'est vraiment beaucoup plus généreux en proposition vis-à-vis du monde qui lui est proposé. Et je trouve que le 2 va travailler quasiment en antinomie avec le 1, dans le sens où sur 2 points, la mise en scène, mais sur laquelle je reviendrai après, mais aussi dans la narration, où par exemple on va nous proposer un développement de personnage beaucoup plus intéressant, parce que oui, Paul ici va traverser beaucoup plus d'épreuves que dans le 1. J'ai quand même l'impression qu'il a vraiment un chemin bien plus important, et rien qu'en termes de thématique, en termes de développement de personnage, ça en fait déjà un film qui se suffit à lui-même beaucoup plus que le 1, quoi. Et on va pouvoir le voir, donc oui, bien sûr, on peut le dire, donc il intègre la tribu des Fremen, et en fait ce qui est super intéressant, c'est que on a l'impression que là, Villeneuve, il va vraiment s'intéresser aux personnages véritablement importants, mais qui lui importent, lui, dans l'univers de Dune. J'ai l'impression que quand il a voulu réaliser Dune, c'est surtout aussi pour parler des Fremen. Et là, c'est une aubaine, puisque dans l'histoire, Paul intègre les Fremen, et il va pouvoir, du coup, travailler avec toutes les caractéristiques des Fremen, parce que les Fremen, c'est le peuple autochtone. C'est le peuple autochtone de la planète d'Arrakis, et qui, du coup, possède des mœurs et surtout connaissent cette planète-là. Et donc, ça donne un potentiel en termes d'idées d'action, d'idées de développement, d'idées de... par exemple, on va prendre Paul, qui doit se faire accepter par les Fremen. Il va donc suivre un certain nombre d'étapes pour ensuite, donc au début, il est très humble, il veut se faire accepter, pour ensuite prendre cette tournure tragique, cette tournure fataliste dans le film, où en fait, en un seul film, mais sans que ça paraisse grossier, en un seul film, il va partir de novice, d'apprenti à véritable messie, et rien qu'en termes de développement, c'est déjà beaucoup plus intéressant que le 1, parce que voilà, je le redis, il traverse beaucoup plus d'étapes, et surtout, Timothée Chalamet a plus de choses à faire aussi. Là, il y a une incarnation qui est plus présente à l'écran, on y croit plus, et moi j'ai été relativement convaincu d'ailleurs de son interprétation en général, bien plus que dans le 1 où je trouvais qu'il avait pas grand chose à proposer, quoi. Parce qu'il avait pas beaucoup d'évolution, il doit passer bien sûr. Donc rien qu'en termes d'évolution, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Complètement aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai, je retourne sur un truc que tu as dit. C'est vrai que il a dit, Denis Villeneuve, en interview, il voulait justement donner un point de vue documentaire par rapport à la représentation d'Arrakis et des Fremen, pour vraiment essayer de capter ce peuple-là et le faire prendre vie. C'est aussi pour ça qu'il ne tourne assez peu sur fond vert. Et qu'il en exploite beaucoup plus d'ailleurs en termes de mise en scène, du coup. Tout ce que proposent ces personnages-là, tu sens que ça lui donne plus de grain à moudre pour proposer quelque chose un blockbuster intelligent, quoi. Donc toi, ton avis... je vais y revenir après sur la mise en scène. Peut-être que je vais vous laisser donner votre avis, peut-être général. Ouais, okay. Mais je vais revenir sur la mise en scène point par point après, ouais. Dès la première scène, j'avais l'impression de regarder un film fait par un réalisateur différent. Ouais. Je me rappelle, car j'étais tellement déçu par le premier, mes attentes n'étaient pas très hautes. J'étais à côté d'Axel. On était au dernier rang cette fois. On était tout en haut. Et bonne expérience, hein. Yeah. Et la première scène commence et j'étais absolument sidéré. Ma mâchoire était sur le sol. Et j'ai tourné vers Axel après peut-être 5 minutes et j'ai dit « Fuck yeah !» Après la première scène, effectivement. La première scène se termine et on a compris. Et Axel m'avait dit « On a l'impression de voir, dans la salle de cinéma, on a l'impression de voir plus d'idées dans cette première scène que dans tout le film précédent. » Et en effet, en termes de créativité, d'inventivité, d'intelligence, de richesse, de beauté, Dune 2, je trouve aucune comparaison avec le 1. Chaque scène, il y a une idée de mise en scène. Chaque scène est un... Ah oui, comparaison dans le sens où tout est mieux dans tous les aspects, quoi. Dans absolument tous les aspects. Dune 2 est une odyssée qui raconte l'évolution d'un personnage qui est très incrémental. On passe d'un Babtou fragile à un Messie qui est vraiment impressionnant. Convaincant aussi, ouais. Et très convaincant. Et chaque scène sert à faire évoluer ce personnage.
de manière convaincante. Et chacun de ces scènes, chaque bout de ce puzzle est sous-tendu par une sorte de matière brute audiovisuelle hallucinogène qui est... C'est dur de trouver des exemples qui sont mieux. Juste en termes de technique, en termes d'image, en termes de son. C'est quand tu compares ça, surtout aujourd'hui, quand tu le compares au côté lisse et synthétique qu'on peut voir dans Way of Water ou même, je ne sais pas si vous avez vu sur Roi Maxime, la nouvelle bande-annonce pour Furiosa, mais t'as pas l'impression d'être dans un désert. T'as pas l'impression d'être dans un apocalypse. C'est tellement dans Mad Max, par exemple, dans le Fury Road, moi j'avais l'impression d'y être. Là, dans Furiosa, on sent que les couleurs, elles sont explosées, c'est hyper saturé. Il y a une vraie envie un peu formelle. Alors que c'est vrai que quand on va aller sur Dune, là, on n'est pas dans l'explosion. Et la puissance, justement, du cadre suffit plus qu'à 1 millier de couleurs et pour 3 points pour représenter ça. Mais c'est deux démarches différentes. J'attends vraiment Furiosa. Mais on est vraiment dans Dune, on est vraiment dans une autre planète. Et t'as un peu l'impression d'être un enfant devant ton premier film, dans la mesure où véritablement tu es emporté dans un nouveau monde. T'as l'impression d'être sur Arrakis. Et moi, je suis pas dans le 2. Dans le 2. Je suis pas 100% de cet avis. Ah ouais? Mais j'y reviendrai après. Ou je peux rebondir dessus. Oui, vas-y. Non, parce que oui, effectivement, je pense pas non plus que Dune 2 soit un film parfait. Maxime, t'as donné ton avis sur Dune 2? Pas encore. Mais peut-être que... Bon, je rebondis juste sur ce point. Je dis juste sur le point qu'Olivier, concernant on ressent Arrakis, on a l'impression d'être sur Arrakis. J'ai pas vraiment l'impression. Personnellement, c'est... En fait, par moment, il est vrai et tout. Mais comme dans le 1, ça se remet un petit peu dans le 2. On nous voit une planète quand même assez... c'est compliqué d'y vivre et tout. Moi, c'est ce qui t'est dit, mais ça ne m'est jamais montré, ça ne m'est jamais... je ne le ressens pas vraiment, dans le sens je sens pas ce soleil tapant sur Arrakis, je sens pas cette difficulté d'y vivre, si ce n'est que parfois des personnages doivent retirer de l'eau d'autres personnages. C'est-à-dire qu'on me le montre... comment dire, formellement, mais contextuellement, moi, je suis pas dedans. Tu vois, c'est plus de l'ordre du sensitif, mais j'ai jamais ce sentiment-là. Je vois jamais un personnage suer. Je vois jamais quelqu'un avoir du mal à marcher dans le désert. Tu vois, j'ai jamais cette impression-là. Donc, là-dessus, je reste un petit peu plus en retrait. Il y a d'autres points négatifs, mais j'ai beaucoup d'autres points positifs. Peut-être t'as cette impression de suresthétisation de l'événement et de un petit peu moins... Pas pour autant rentrer dans une suresthétisation... le mot que tu viens de dire. Mais une iconisation qui peut empêcher une forme d'identification. Non, c'est juste un manquement. C'est pas, j'y trouve pas, je trouve pas qu'il y a quelque chose d'autre qui vient combler. C'est juste un manquement. Il y a rien, c'est tout. C'est un manquement dans le sensoriel. Vraiment, il a juste fait de la merde. Genre vraiment. Non, pas du tout. Non, j'ai plein d'autres points positifs. Je rigole. Moi, j'ai plein de points positifs, c'est vrai, sur Dune 2. Très globalement, la séance, pour moi, elle est passée très très vite. Pareil, comme le 1. Je me suis fait le marathon, le 1 et le 2, du coup, en même temps. Je me t'ai dit, bon, prépare-toi, Maxime, tu vas t'enchaîner deux grosses masses. Et ben, les deux films sont passés assez vite. J'ai passé vraiment une séance où j'étais plongé dedans. Je suis jamais vraiment sorti. J'ai pas regardé l'heure. Vraiment, je vais y revenir dessus, mais il y a un effet de rythme, je trouve, dans le film qui marche vraiment sur moi. Du coup, justement, on peut passer de scènes très lentes à tout d'un coup une accélération. Et je sais qu'on a pu reprocher au film pas mal un rythme très monolithique. Et je l'entends. Moi, je me suis juste pas posé la question. J'étais dedans et je suis pas ressorti. Il y a une petite frustration, un petit peu de ce sentiment d'inégalité quand on repense au diptyque. Tu te dis, il se passe si peu de choses dans le 1 et j'ai l'impression qu'il se passe tellement de choses, enfin beaucoup plus de choses dans le 2. Dans un moment, je dirais qu'il restait 40 minutes. Je me suis dit, mais j'ai regardé l'heure. Je me dis, mais attends, mais comment on va résoudre tout ce qui est tout ce qui nous est présenté en si peu de temps? Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, ça aurait été tellement potentiellement plus intéressant d'essayer de revoir un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que Denis Villeneuve était un petit peu embêté parce qu'il voulait tourner les deux en même temps, il me semble. Il me semble qu'il voulait tourner les deux en même temps, mais que ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, on voit si le 1 ça marche et on fait le 2 après. Et je me dis que peut-être que s'il y avait cette volonté de tourner les deux en même temps, peut-être que la répartition des actions, des événements aurait pu être mieux distillée entre les deux films et on aurait peut-être eu moins le sentiment d'un premier film un peu vide et d'un deuxième film où il y a beaucoup de choses à intégrer. Probablement, mais c'est vrai que
on se retrouve avec beaucoup d'événements et en même temps il se passe pas vraiment grand chose de façon générale. J'ai un peu ce sentiment là. Dans le 2 même dans le 2 ouais, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, moi. Mais il se passe beaucoup plus de choses quand tu compares au et 1, de en choses réalité. concrètes, de choses qui ont vraiment du sens. La première chose qui se passe, c'est où moi je suis le cœur du film qui me séduit le plus, en effet, moi c'est la thématique vraiment du Messie que va incarner qui est Paul un truc Atreides. universel, mais qui est toujours aussi intéressant quand c'est bien fait. Complètement, c'est ça. Et juste de faire passer littéralement l'icône du sauveur blanc, un petit peu, c'est clairement ça que peut incarner Paul Atreides au départ, ou ce dans quoi il peut aller, et justement de totalement le changer et l'amener dans une dimension de Messie, voire de tyran. Je trouve ça la thématique assez passionnante, tout le discours qu'il peut aussi avoir sur la croyance, la religion, comment le Bene Gesserit va implanter une croyance, une mythologie dans les Fremen pour mieux les contrôler, et comment ça devient une pure critique de la religion, une pure critique justement de l'institution religieuse, je dis bien de l'institution religieuse, et comment ça ils vont s'en servir comme moyen de pouvoir pour prendre le contrôle des Fremen et permettre à Paul Atreides du coup de devenir un quasi demi-dieu vivant qui va pouvoir rassembler un prophète qui va rassembler tous les peuples Fremen et pouvoir enfin péter sa race à l'empereur. Donc tout ça, je trouve, c'est des thèmes passionnants. Comment ce petit mec un peu gringalet, enfin Timothée quoi, va tout d'un coup se transformer en demi-dieu, et je trouve que pareil, il le fait super bien. Moi, je trouve ça passionnant. Mais moi, le principal point de défaut que j'ai par rapport au film, c'est le même que le premier. C'est-à-dire que j'ai bien bouffé, mais j'ai encore faim. C'est-à-dire qu'il va pas au bout. Ouais, mais oui, non, c'est pas qu'il va pas au bout. Moi, et j'ai encore faim, mais c'est une faim justifiée. C'est une faim de bon, là, t'as bien mangé. Maintenant, commence à digérer, puis on reviendra plus tard. Alors que dans le 1, c'est juste, on t'a donné une entrée que de la salade, il y avait même pas de sauce. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Là, on t'a quand même donné un bon repas complet, entrée, plat, dessert. Et bon, t'as peut-être eu envie un petit café ou je sais pas, un petit digestif. Mais non, t'attendras le lendemain ou t'auras un nouveau repas. Tu vois, c'est plus justifié dans celui-ci. Alors, on va arrêter les métaphores sur la bouffe maintenant. Nous avons très faim, oui. Oui, parce qu'on a mal mangé hier soir. Mais je réitère, je pense vraiment qu'il y a plein de choses où le réalisateur, là, Denis Villeneuve, je sens à tous les points, le gars là, Denis, je sens que que c'est un fan de Dune. Je sens qu'il kiffe. Je sens qu'il a envie de nous raconter plein de choses. Je crois. Non, il l'a dit en interview. Je crois, mais oui, il me semble que s'il a, je crois qu'il aime bien. Ouais. Oui, je crois qu'il aime bien. Et est-ce qu'il faisait des storyboards quand il était gamin de Dune? Oui. Non, voilà. Ça se sent, du coup, qu'il a une forme de respect par rapport à l'univers, et en même temps une forme de distance où on sent que, en tant que le fan, tu vois, il veut pas trop toucher, il veut garder comme c'est un petit peu. Et je sens, moi, à plein d'instants dans le film, qu'il nous emmène dans des directions qu'on ne pourra jamais explorer, ou qui sont pour plus tard, ou qui vont nous amener à quelque chose, ou qui sont toujours pour après. Et j'avoue que dans le film, il y avait un certain quel terme je pourrais employer, il y avait une fatigue un petit peu de me dire, ok, là je sais que ce que je suis en train de voir, c'est quelque chose qui se passera encore plus tard, qui n'est pas pour maintenant, qui est encore repoussé. Et j'avoue que c'est une chose qui a tendance à me saouler un petit peu de façon générale au cinéma. Et là, je sentais vraiment que sur toute la partie... Il y a plein de choix qu'il fait en général par rapport à ses personnages, par rapport à ses intrigues, mais il a envie de respecter ce qui se passe dans le bouquin et de le préparer pour la suite. Mais juste en tant que film, je trouve que ça marche pas vraiment. Je trouve qu'il y a plein de personnages je trouve que pas mal de personnages sont doublons, par exemple. Je trouve que le personnage de Elvis, Austin Butler, donc Fade Rota. Fade Rota, exactement. Pour moi, je trouve que c'est le même personnage que Dave Bautista. Enfin, je trouve que ils ont à peu près la même fonction. Il est un petit peu plus chaotique dans son cerveau, ouais, c'est vrai. Mais il est un peu plus chaotique, ouais. Mais tu vois, je trouve que n'aurait-il pas mieux fallu prévoir un personnage et le développer sur les deux films? Parce que là, Dave Bautista, il creve un peu comme une merde là dans le film, on s'en fout. Et surtout normalement, il doit peut-être se tenir aussi à ce qui se passe dans le livre. Mais en fait, c'est ça en fait, et c'est à la question de l'adaptation. Et là, je peux pas vraiment parler parce que j'ai pas lu les bouquins. Mais moi, en tant que spectateur, je me dis juste, mais là, il y a plein de choix où je me dis, mais il y a beaucoup de personnages où j'ai l'impression que c'est la même chose. Si je peux me permettre de couper vite fait. Non. Tant pis.
Pardon. Si je peux me permettre, il y a quand même une relevance thématique par rapport à ça, où on va, à la fin du film, où Christopher Walken va dire à Timothée Chalamet que son père a dû mourir parce qu'il avait un cœur. Et révèle une thématique qui dit que la cruauté, ça permet d'avoir énormément de pouvoir. Même dans la bande-annonce, il y a un moment où Paul dit this world is beyond cruelty. Et Austin Butler est certes similaire à c'est sûrement un successeur, il n'est pas nécessairement très différent, mais lui, c'est le pinacle de la cruauté. C'est la sociopathie, c'est la méchanceté absolue, c'est le sadisme. Et je pense que la raison pour laquelle ils l'ont ajouté, c'était pour en effet montrer que dans ce monde-là, même les gars avant qui étaient méchants et quasi sociopathes, ce n'était pas assez. Et la raison pour laquelle Austin Butler, Elvis a triomphé, c'était à cause de ce côté barbare en lui. Mais je comprends tout à fait ce qu'amène Austin Butler et puis son personnage à la saga. Je trouve juste que il ne fait rien de beaucoup de personnages et qu'il pourrait les fusionner pour créer des parcours de personnages un peu plus intéressants. Et je dis juste que par exemple Dave Bautista, dans le premier, c'est juste le méchant, et dans le deuxième, on s'en fout, il a 3 scènes et puis après il se fait buter comme une merde. Et il a le parcours en réalité assez semblable au personnage de Butler. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as amené thématiquement, mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que par rapport à l'écriture de scénario en général et à la structure, il y a beaucoup de personnages. Je pense aussi au personnage de Jason Momoa dans le 1 et au personnage de Thanos. Josh Brolin. Voilà. Pareil, c'est un peu les mêmes. Pourquoi en faire 2 Non, c'est pas du tout les mêmes, je pense pas. Non. Mais quel intérêt en fait de créer un personnage pour le faire pour ne créer aucune 2 répliques et le faire mourir. C'est peut-être le cas après. de Duncan, donc de Jason Momoa dans le 1, mais pas dans Josh Brolin. Quand même, son personnage est extrêmement important quand même pour Paul, rien que pour Paul. Oui, mais je veux dire, pourquoi en faire 2 personnages? Celui de Duncan? Oui. C'est pas, je trouve que c'est différent. Il y a Josh, déjà, le personnage de Josh Brolin, dont j'ai oublié le nom, qui joue le plus ou moins le chef des armées des Atreides. Il a au moins un développement au sein de l'univers de Paul. C'est-à-dire que dans le 1, Paul, je sais pas s'il l'apprécie vraiment. Je pense qu'il le fait plus chier qu'autre chose et il est plus intéressé, par exemple, passer du temps avec Duncan, donc le personnage de Jason Momoa. Mais là, par exemple, Josh Brolin, vraiment dans le 2, va avoir une direction presque de retrouver un pilier quand même de sa famille et tout. Je veux dire, il y a une vraie symbolique. Enfin, il y a au moins ne serait-ce qu'une petite symbolique autour de ce personnage et j'irai pas jusqu'à dire qu'il est doublon de Duncan. Duncan est beaucoup plus en retrait, je trouve, et n'a pas vraiment d'évolution. Là où le personnage de Josh Brolin, sur les 2 films, lui en a une et il a un vrai intérêt, je trouve. Mais je suis encore une et fois surtout, d'accord. un personnage comme Duncan pourrait pas dévoiler ce que dévoile Josh Brolin à peu près au milieu du 2, quoi. Il aurait pas ce pouvoir-là, il aurait pas ce statut au sein de la maison Atreides pour parler de ça. Donc rien qu'en termes de fonction, c'est différent, tu vois. Mais tout à fait. Je trouve juste que à la fin, quand on ressort, et je pourrais trouver d'autres exemples, tu te retrouves avec beaucoup de personnages et qui beaucoup n'ont pas d'évolution, beaucoup n'ont pas justement de thématiques qui leur est propre, qui sont amenées, qui sont développées, et ça crée juste tu sais que beaucoup de c'est personnages. extrêmement dur, hein, quand t'as beaucoup de, même dans tes films préférés, quand il y a beaucoup de personnages comme ça, que tous les personnages aient un développement, Olivier sera peut-être même mieux placé que nous pour en parler, mais que quand il y a énormément de personnages, que tous les personnages subissent un développement aussi intéressant ou au moins égal aux personnages principaux, c'est ultra compliqué, quoi. Oui, mais c'est ça qu'on leur demande. Hein? C'est ça qu'on leur demande aux gars qui écrivent, c'est d'écrire des personnages qui ont une fonction. Il y a des trucs où je pense que tu ne peux pas te concentrer autant sur un personnage tertiaire et lui donner une évolution aussi thématique à tous les coups. Tu peux parfois, mais tu peux pas le faire à tous les coups. C'est super compliqué. Tu reprends des grandes sagas. Surtout quand tu reprends une adaptation d'un livre où il se passe beaucoup plus de choses dans le livre et que tu es obligé de le condenser dans un film. C'est ça la question. C'est la question de l'adaptation. Parce qu'il a gardé plein de personnages qui étaient dans le bouquin, mais tu regardes des sagas comme Matrix, comme Pirates des Caraïbes, je donne des exemples aléatoires, hein. Mais tu donnes des exemples de sagas sur 2 ou 3 films, tu regardes que tous les personnages secondaires, ils ont un intérêt, un développement, il n'y a pas de doublon, ils ont chacun une personnalité, et ils fonctionnent, et dans chaque film, ils ont leur arc. Et c'est...
comme ça que t'écris une saga en réalité. Et moi, je trouve justement que l'intention qui en ressort de manière générale, c'est que on me raconte qu'une bribe de ce personnage-là, et puis rien n'est commencé, rien n'est fini, et finalement, c'est un peu un personnage random. Je trouve juste que beaucoup de personnages, ce que j'ai dit, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de développement, que globalement, ils ne servent pas à grand-chose, que beaucoup pourraient être fusionnés ensemble, que beaucoup ont la même fonction, ont un peu la même personnalité, et que de façon générale, j'ai pas ce sentiment-là que des personnages aient atteint un développement à la fin, et qu'on les ait juste vus. Et j'ai ce sentiment, du coup, que c'est une idée d'adaptation, où c'est un personnage qui est présent dans le livre, et qui, du coup, il veut en faire mention et l'amener, mais qu'il y a toute une histoire autour, dont moi, en tant que spectateur, je n'ai pas accès. J'ai pas lu les bouquins, je sais pas qui c'est. Et du coup, j'ai une sorte de distanciation de il existe, mais je n'ai pas accès à ce cœur de ce personnage. Est-ce que par exemple, excuse-moi Olivier, je réponds juste à Maxime. Est-ce que par exemple, t'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de couilles et qu'ils disent, bah tiens, ce personnage, je le mets pas. Et je mets, par exemple, je mets pas le personnage de Dave Bautista et je mets le personnage d'Austin Butler, de Fade Rosa dès le début. Moi, j'aurais beaucoup aimé ça. Enfin, c'est couillu quand même, hein, c'est dur. Ah, c'est couillu, mais en fait, tu fais une adaptation. Et c'est pour ça que ça revient, ça revient au côté mythique et intouchable de l'œuvre, quoi. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est toujours compliqué d'amener un fan de réaliser une œuvre auquel il est fan. Enfin, d'adapter une œuvre auquel il est fan. Et on peut, il y a plein d'exemples dans l'histoire du cinéma de fans qui ont voulu adapter leur œuvre, et souvent c'est ça qui revient, c'est-à-dire que tu idolâtres beaucoup l'œuvre de base, donc t'as pas envie d'y toucher parce qu'elle est trop parfaite, et du coup t'as du mal à rentrer dedans. T'as même peur d'y toucher. Et parfois, t'as même peur d'y toucher. Il y en a, qui moi je trouve que Dune rentre totalement là-dedans, alors que j'ai pas lu les bouquins. Okay. Et je sens justement ça. Mais j'aurais juste adoré, pour terminer, que je trouve que le personnage de Austin Butler un arc dans le 2 que je trouve le personnage en vrai intéressant, c'est un gros méchant, mais je trouve qu'il aurait mérité d'être plus développé, parce qu'en réalité je suis assez d'accord. Il arrive tard aussi. Il arrive tard et il finit tard, et il s'est pas passé grand chose, alors que si tu l'avais amené dès le départ, dès le 1, faudrait que je regarde le film de David Lynch parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe, mais si tu l'as amené dès le départ, dès le 1, qu'il y avait toute une histoire, qu'il y avait déjà un passif avec Paul, qu'il y avait déjà tout cet entretien là, ça crée un build-up, et du coup le combat à la fin aurait gagné en intensité, et surtout en thématique. C'est ce personnage, comme l'a dit Olivier, ce personnage là qui est l'incarnation du pouvoir et qui n'a aucune humanité, et donc qui est tout désigné par le Bene Gesserit pour être mis à un poste de pouvoir, pour être contrôlé, à l'inverse de Paul en antagoniste, qui lui est amoureux de Shani, et qui du coup va amener cet amour du peuple, machin chose, enfin voilà, cette opposition aurait été plus travaillée, elle aurait mérité d'être plus développée, et là elle ne l'est pas parce qu'elle est divisée entre plein de personnages, et du coup ça me crée une distance par rapport à ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vois ce que tu veux dire, et faut que on est déjà sur ce sujet depuis un moment, et donc il faudra que je sois succinct, mais les personnages secondaires ou même tertiaires ont des rôles radicalement différents que les protagonistes, dans la mesure où on les écrit de manière extrêmement différente. Ils sont instrumentales, souvent pour révéler la personnalité du protagoniste. Donc un caractère quasiment fonctionnel. Exactement. Dans certains cas. Exactement. Mais pas au mauvais sens du terme. Non, pas au mauvais sens du terme, dans la mesure où la raison pour laquelle on les écrit, en grande partie, ce n'est pas pour créer un personnage en soi, mais c'est pour révéler le personnage principal en leur faisant réagir avec ce personnage en question. Donc plus pour caractériser finalement le personnage. Exact. Plus que de débloquer l'histoire, surtout pas. Mais plus dans la caractérisation du personnage principal. Le donner un autre obstacle, le donner un allié, le donner quelqu'un qui va voir un de ses défauts et va le dire, par exemple. C'est une étape extrêmement importante dans les histoires. Pour ce qu'il y a avec Austin Butler, je vois ce que tu veux dire, dans la mesure où on pourrait faire en sorte que ça devienne un seul personnage, certes, mais dans ce cas-là, il n'aurait pas lui, il n'aurait pas des antagonistes. Il n'aurait pas des gens à réagir contre. Cette scène, par exemple, où on va voir le voir mais tuer des membres de sa famille, et c'est des gens que l'on connaît, c'est pas des gens random, c'est pas des collègues ou je sais pas quoi. Ça fait en sorte de caractériser l'antagoniste encore plus. Et donc, parce que Austin Butler, ce n'est pas un personnage dans celui-là qui est tertiaire. Je veux juste être clair par rapport à ça. C'est pas Duncan.
C'est l'ennemi, c'est le principal antagoniste, alors oui. Exactement. Donc, juste pour être clair, là, je parle de comment Je parle caractériser de un... Némésis, je dirais plutôt, qu'antagoniste. Je pense pas que c'est l'antagoniste du film, mais je pense que c'est plus une sorte de Némésis avec Paul, une sorte de miroir plus qu'autre chose. Bah, j'aurais aimé plus la ressentir, moi, cette opposition. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Oui, en effet. Je suis d'accord avec toi. Mais je comprends ce que tu veux dire, et je trouve encore une fois que, pour terminer là-dessus, Denis Villeneuve a dû faire énormément de choix. Et je trouve que c'est pour ça que Dune est un film intéressant, le 1 et le 2. La plupart des choix qu'il fait, on peut en discuter, on peut les apprécier ou pas les apprécier, mais ces choix, ils sont toujours assez intéressants et ce sont des vraies questions qui se posent quand tu adaptes une œuvre. Et moi, quand je regarde le film, je me pose ces questions-là et je trouve que tu as raison dans le traitement qu'il a eu de ce personnage-là, de Austin Butler. Elle est très intéressante comment il est. Mais voilà, en tant que spectateur, moi, je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, moi, j'aurais préféré peut-être prendre plus le temps de le connaître, ce personnage. Parce qu'il arrive et part assez vite. Mais voilà, pour terminer sur ce sujet-là, je pense qu'on a en effet des choix qui ont été faits par Denis Villeneuve qui sont intéressants. Et c'est tous les choix qui sont demandés dans une adaptation. Et donc, c'est toujours intéressant d'en discuter. Je trouve que c'est des bonnes questions à se poser. Mais vous avez peut-être d'autres points sur lesquels revenir par rapport à Dune. Je voulais revenir, moi, sur un côté plus terre-à-terre du film, plus sur ce qu'il nous montre, sur sa mise en scène. Ouais. Je sais, ça peut être des points intéressants. En fait, comme je disais en préambule de mon avis sur Dune 2, comme il se concentre, donc, selon moi, sur les Fremen, qui est les personnages qu'il trouve les plus intéressants, il a du coup beaucoup plus d'idées de mise en scène et principalement aussi dans les combats. Donc on en a parlé dans la première scène où on va beaucoup travailler le silence, et le silence, je vais y revenir, la non-utilisation de musique est très importante dans ce film, mais déjà dans le premier temps, dans les combats, je trouve qu'il va beaucoup utiliser l'environnement et les connaissances des Fremen, ce qui donne des combats avec des enjeux beaucoup plus importants et une plus grande accroche à ce qui se passe, enfin une plus grande accroche pour nous spectateurs à ce qui se passe à l'écran. Donc dans la scène d'introduction, les scènes où ils vont casser les couilles aux Harkonnen qui sont en train de faire leur récolte, on va utiliser les décors, on va utiliser la moissonneuse, une sorte d'énorme moissonneuse où les Fremen qui ont l'habitude de se cacher dans le sable, qui vont venir se passer en dessous. Moi je trouve qu'il y a plein d'idées comme ça, l'utilisation des vers de sable, la scène où il doit comment dirais-je, apprivoiser son premier ver de sable, et je trouve très très intéressante. Et aussi la scène finale, enfin une sorte de grosse baston finale qui peut-être est un petit peu rapide, mais que j'ai trouvé véritablement impressionnante. Et vraiment là on utilise l'entièreté de ce que les Fremen proposent, enfin une grosse partie de ce que proposent les Fremen, et on a vraiment ce travail du gigantisme qui est encore beaucoup plus révélé, je trouve, dans ce film. Avec, je sais pas si vous voyez cet énorme plan large où il est sur la baston finale, où t'as genre la petite ville, c'est la petite ville où va être accueilli l'empereur à la fin et tout, où ils arrivent tous sur les 5 vers de sable. Je sais pas, il y a une histoire, il y a une idée de grandiose qui est déjà beaucoup plus présente que dans le 1, mais on sent aussi que pour autant les scènes de combat enfin toutes les scènes d'action entre guillemets sont relativement courte. On se demande si c'est vraiment ce dont il a envie de parler, Denis Villeneuve. Je sais pas s'il a vraiment envie de se concentrer là-dessus, parce que ça finit relativement vite à chaque fois. C'est juste ça. Et aussi, je trouve... Tu voulais rebondir sur un truc, Maxime ? Non, je trouve qu'en général, j'ai ce même rapport aux deux films. Quand j'en ressors, je me dis pas... On me demandait souvent, est-ce qu'il y a de l'action ? Est-ce que c'est grandiose ? Et je me disais, mais tiens, c'est pas pour ça que j'ai été captivé. Ouais, il y a pas ce côté épique, par exemple, où on pourrait se dire, bah tiens, en sortant du Seigneur des Anneaux, l'épicness du truc, tu vois, vu plein la il y a gueule. ce truc où on veut que ça devienne iconique. Là, peut-être pas, en fait, je pense. J'aime à croire que ce n'est pas le cas. J'aime à croire qu'il ne voulait pas forcément rendre ça iconique, parce que si c'était le cas, il y aurait même des petits manquements pour que ça nous reste en tête comme d'autres films d'énormes batailles, tu vois. Non, c'est vrai que je serais plus assez attaché moi aussi à la géopolitique et aux thématiques. Exactement, pour moi c'est le plus intéressant. Tu l'as dit, et ça se voit vraiment dans cette bataille finale. C'est-à-dire qu'on est à 2 heures de film, il reste 30 minutes, et là tout d'un coup t'as enfin toute la tribu d'Arrakis, toutes les tribus réunies par Paul, Muad'Dib, je sais plus comment Muad'Dib. Comme ça, qui arrive et qui va comme ça faire complètement un coup d'état. Il a tendu un piège à l'empereur qui est venu s'installer sur Arrakis avec son vaisseau. J'ai bien aimé le plan d'introduction du vaisseau d'ailleurs. Enfin voilà, je trouve qu'il y a toujours des bonnes idées pour présenter l'environnement. L'environnement, c'est le point fort, un des points forts, plus que l'action même. Surtout quand on l'utilise. Surtout quand on l'utilise, et il l'utilise bien. Et du coup, il y a un espèce de coup d'état, voilà. Et c'est vrai que quand même la grande majorité de l'action se fait en hors champ. C'est qu'on a
on a 4-5 plans où on voit les grands verres arriver, déballer sur cette immense armée. Et pourtant, j'en ai eu assez. Et pourtant, je me suis dit... pourtant, moi, non, c'est pas vrai. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus, mais pour autant, j'étais quand même suffisamment satisfait. J'aurais aimé, mais c'est vrai que même quand t'as... Tu sais que le sujet est autre part, donc bon. Tu sais que le sujet est autre part, et juste après, il te fait un plan super beau, tu fais bon, ok, ça me va. Mais même après, tu vois, quand t'as Paul, comment est-ce que Paul, il arrive à rentrer à l'intérieur du Capitole, je sais pas comment on pourrait appeler ça. L'équivalent, là, ouais. L'équivalent comme ça. Toute cette partie-là est très esquivée. Comment est-ce qu'il arrive à passer toutes les gardes, à rentrer à l'intérieur, à arriver jusqu'à l'empereur qui est censé être... il a amené toute son armée apparemment. Il y a tout un truc comme ça où il fait le choix de ne pas nous le montrer. Donc je suis d'accord avec toi aussi, où moi j'étais d'accord que cette action-là n'était pas la priorité, surtout qu'on sait très bien où elle va aboutir. Mais surtout c'est pas sa priorité, mais il nous en montre relativement assez. Enfin, je veux dire, il s'y est quand même assez apprêté, c'est-à-dire qu'il a quand même respecté ce qu'il fallait, bon, un peu plus il faut quand même mettre cette action-là, il faut quand même qu'il y ait cette idée de grandiose, même si c'est pas ce sujet. Au moins, tu vois, il le fait et je trouve qu'il le fait bien. Et surtout, donc c'est un bon point pour moi. Tu sentais qu'il voulait surtout qu'on ait ce plan-là où il y a 3 vers des sables qui déballent sur une armée. Je pense que dès que ça a ce plan-là, t'as le tableau qu'il voulait avoir. Il a fait son tableau, il passe par la suite un peu, tu vois. Encore une fois, il est dans une logique vraiment de fresque. Je fais une fresque de l'Odyssée de Dune. Et d'ailleurs, un autre point d'utilisation pour sublimer sa mise en scène, qui je trouve est à la fois un point positif et un point négatif, c'est la musique. Mes 2 scènes préférées deux scènes de combat, d'action préférées. Ça va être la première, on en a parlé avec Olivier au début du podcast, que je trouve vraiment, vraiment bien réalisée. L'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a réalisé cette scène par rapport au premier film. Donc voilà, il utilise les Fremen, leur environnement, leur connaissance. Voilà, je vais pas revenir dessus. Et surtout, c'est dans le silence. Et ça nous amène une tension véritablement intéressante où moi, j'étais cramponné au siège. Enfin, moi, après, je suis venu avec beaucoup de bonnes intentions en voyant ce film, mais j'étais vraiment cramponné au siège. Et elle va travailler aussi en miroir avec la dernière, le combat de Paul face à Fade Rotha. Je crois que c'est ça le nom, j'espère que je me trompe pas depuis le début. Elvis Presley. Mais qui est dans un silence complet et qui est d'une tension. C'est vraiment la scène qui m'a fait le plus me cramponner au siège. J'ai trouvé incroyablement efficace, et comment il le travaille avec le silence et le doute. Du coup, comme t'as pas cet envolé un petit peu dans la composition qui peut parfois te faire penser ça va basculer du côté du héros ou du côté de l'antagoniste. Non, là on n'a rien, c'est seulement la chorégraphie, le combat qui te fait croire les choses, et on est encore plus avec eux, quoi. Et en plus, par moments, ils s'amusent à faire ce petit plan de silhouettage qui est vraiment magnifique, qu'on voit dans beaucoup de films, mais qui, encore une fois, ici, fonctionne très bien. Bref, il y a tout ce truc-là que je trouvais qui fonctionnait très bien, même si j'ai une petite réticence sur le coup de passe-passe à la fin concernant le couteau, que, en fait, t'as l'impression que Paul perd, et en fait, non, il a réussi à planter Fade Rotha d'une manière qu'on comprend pas vraiment dans le découpage. C'est un peu cheap, on comprend pas vraiment dans le découpage, et je pense qu'il aurait pas eu à perdre grand chose à mettre un insert d'un couteau qui rentre légèrement. Enfin bref, c'est un tout petit peu dommage. J'imagine l'assistant réel derrière. Mais fais un insert, Denis, fais un insert. Avec l'accent québécois de Denis maintenant. Non, j'ai pas le temps là. Mais et d'ailleurs, on l'a dit dans la première version du podcast qu'on a enregistré mais qui a disparu, Olivier avait retenu un truc très intéressant vis-à-vis du bouclier des personnages d'Arrakis, si tu veux en reparler brièvement. Oui, parce que c'est vrai que c'est en lien avec cette scène, mais aussi dans l'univers général, qui est que les personnages ont un bouclier, une sorte de bouclier, bouclier invisible qui est dans la montre, qui se loge dans la montre et qui se déploie de manière organique autour du corps des personnages. Et qui leur protège de coups rapides. Et la raison pour laquelle ça ne peut pas leur protéger de coups lents, c'est que si c'était le cas, ça voudrait dire que les gens ne peuvent pas respirer. Ouais. Quand ils sont entourés par ce bouclier. Il faut que les choses lentes puissent passer à travers. Et ainsi, c'est la raison pour laquelle les fusils sont devenus obsolètes durant le combat. En termes de construction de monde, je trouve ça super intéressant comme idée. C'est fascinant comment la high-tech, la haute technologie peut en fait peut provoquer le rétro. Et ils ont fait ça de manière absolument parfaite là-dedans. Et puis c'est hyper logique de se dire qu'une nouvelle technologie influence toutes les façons de combat
de tous les mondes complètement, de la ouais. galaxie. Ouais. C'est le nouvel iPhone. Ils ont sorti le nouveau bouclier. Exactement, et c'est la raison pour laquelle, quand ils vont faire des combats, si tu veux pouvoir tuer l'autre personne, il faut bouger lentement. Tu peux leur frapper avec autant de vitesse que possible, ça va rien faire. Il faut se rapprocher et il faut le faire en toute douceur. Et c'est un univers quand même assez travaillé. On sent que vraiment il y a une recherche par rapport aux environnements. Moi, comme j'ai dit au début, je suis assez séduit par les concepts. Et autre chose que j'aime beaucoup aussi, qui peut le différencier d'un space opéra ou d'un Star Wars, c'est qu'il est souvent question des besoins matériaux des personnages. C'est-à-dire qu'ils vont dire tiens, combien ils ont dépensé pour faire le voyage interstellaire pour venir sur cette planète-là. Ils ont dépensé telle somme. Tiens, il faut faire attention parce que ce matériel-là, il est usé. Du coup, il faut l'entretenir. Les coûts de moyens de production qui sont amenés dans le film. C'est-à-dire que on est souvent ramené aux chiffres, oui, effectivement, au vrai prix des choses. Oui, c'est ça, au vrai prix des choses. Et donc, c'est pris en compte. C'est-à-dire que faire un voyage, ça va coûter va coûter des épices, ça va coûter du temps, ça va coûter de l'argent. Il y a il y a 2-3 répliques dans le 1 par rapport à ça, au fait que ils ont fait un immense voyage qui leur a coûté une fortune phénoménale juste pour venir annoncer que les Atreides vont prendre possession de la Terre, que tout le monde est au courant. Et du coup, il y a toutes ces notions-là. Et sur lesquels aussi ça va être important dans le 2, c'est-à-dire que toutes les patrouilles Harkonnen qui petit à petit se font attaquer par les Fremen, et pareil, c'est des coûts, ils peuvent pas rentrer dans leur budget, ils peuvent pas ramener autant d'épices pour pouvoir rentrer dans leur budget, et puis du coup l'empereur va peut-être leur retirer les droits de Arrakis. Donc il y a tous ces enjeux là qui restent encore quand même assez au second plan, pas le dire, mais moi ça me fait du bien qu'ils existent parce que je me dis ok, ce monde une histoire de cohérence en fait, c'est une histoire de cohérence, mais ce monde existe quoi, ce monde j'y crois, et rien que pour ça, en plus c'est tous les enjeux du film, et j'aime bien encore plus que ce film arrive à faire cette balance entre un ultra réalisme, une envie d'ultra réalisme par rapport aux conceptions de l'univers, et en même temps toute la partie spirituelle qu'il peut y avoir autour du film. Je pense qu'on peut en parler un petit peu, toute cette partie spirituelle, parce qu'il y a justement Paul qui est très sensible aux épices et qui commence dès le 1 et aussi dans le 2 du coup à avoir des visions, et on ne sait pas trop si ces visions, enfin des visions du futur, du passé, on ne sait pas trop si ces visions vont se réaliser ou non. Il y a toute une dimension du coup spirituelle globalement autour du film, et pour ça moi il y a un truc que fait Denis Villeneuve que j'aime beaucoup, c'est justement la dilatation du temps. C'est arriver à, en une scène, en un cut ou dans le montage, tout d'un coup le temps peut s'étendre et va devenir très lent, et tout d'un coup après revenir, et il s'est passé plusieurs mois en quelques plans. Mais ensuite surtout pour les rêves, comment il arrive à créer une espèce de pause dans le rythme du récit pour nous amener à ça, et créer encore une fois des images. Et je trouve ça toujours très intéressant, mais j'ai encore du mal à comprendre forcément comment fonctionnent les rêves, aussi que le personnage de Anya Taylor-Joy, qui est venu pendant 2 plans dans le film qui est arrivé, où on se demande qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais d'où il y a une dimension spirituelle que je trouve intéressante, mais pas assez développée encore une fois. J'ai encore ce truc là où je trouve ça intéressant, mais ça va pas assez loin. C'est-à-dire que il y a des visions, mais on sait pas trop comment elles marchent, comment elles vont servir, et quel est le sens par rapport à ça. D'ailleurs, dans cet aspect de la spiritualité dans le film, tout ce qui tourne autour de non, c'était plus dans le 1 que dans le 2. Dans le 1 où on voit beaucoup de plans de Zendaya et tout, où tu pas du tout, c'est où tu te demandes ce qu'elle fout dans le désert, elle fait une pub, tu vois. T'es pas du tout, j'étais pas du tout happé par ça, et ni par les petits passages de tout ce qui tourne autour des petites visions de Paul. C'est bizarre, j'ai jamais réussi à y trouver, je sais pas, ça me semble toujours un petit peu factice dans les films que je vois qui font ça, qui ont ce genre d'outils narratifs. Je trouve toujours ça un peu factice, et je m'y accroche jamais vraiment. C'est vrai que pour le 1, ils auraient pu améliorer énormément de choses. Il y a une myriade de défauts là-dedans, je trouve. Ouais. Et pour le 2, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que, et je viens d'y réfléchir, mais donc désolé si je n'articule pas mon propos de manière aussi claire que possible, mais on revisite souvent le problème de, il y a des éléments dans Dune qui ne sont pas assez développés, on ne va pas assez loin, il y a tellement de choses qui se passent. Dune, c'est considéré comme étant un peu comme
par exemple Watchmen, comme étant quelque chose qui est impossible à mettre sur l'écran et qu'il faut avoir un génie absolu pour pouvoir le faire. J'allais dire le nom de la rose, mais Watchmen, ça marche aussi. Ah ouais? Ouais, il était considéré comme un roman inadaptable. Ah ok, intéressant. Ben, et je me dis que est-ce que Dune, c'est pas un projet où il est inexorable que certaines choses soient non développées? Ouais. Dans la mesure Ouais, où, ouais. normalement, quand on regarde un film, on sait à quel point la perfection est impossible, mais on se dit que s'il y a des défauts, il mérite une certaine critique, en gros. Et je me demande si Dune, au moins pour la partie 2, c'est un film qui a fait aussi, ou quasi aussi mieux que possible. Et que même s'il y a des défauts, ce sont des défauts qui sont inexorables, qui sont des choses qu'on ne peut pas rater. C'est inhérent à une question d'adaptation cinématographique. Pour ce roman en particulier et pour le format en particulier. C'est-à-dire un film et pas une mini-série. Dans la mesure où on va dire que dans le côté spirituel n'est peut-être pas assez adapté, par exemple, ce qu'on vient de dire, où il y a des personnages où ils sont présents, mais ils n'ont pas des arcs en entier, ils sont pas assez développés. Est-ce que ça rendrait le film encore pire si on essayait de développer cette spiritualité et ces arcs de personnages secondaires? Est-ce que ça saturerait pas le film qui fait déjà quasiment 3 heures et qui a des choses qui sont nécessaires, qui se passent sur l'écran à chaque minute? Ce sont encore une fois des questions de choix. Villeneuve a fait des choix, et je le répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est des choix des questions qui se posent, et que c'est des choix très intéressants qu'il a fait, et que pour la plupart je trouve que c'est des bons choix. Mais il y en a certains questionnements où je dis mais je pense pourquoi on pourrait pas la notre part. Je pense que ce que relevait Olivier, c'est est-ce que vraiment ce sont vraiment des choix? Est-ce que c'est pas des trucs impossibles en fait? Impossible à choisir. On n'a qu'à regarder le film de je l'ai pas vu, mais le film Dune de Lynch. Et lui, il a fait d'autres choix. Et lui, par exemple, il en a fait qu'un seul film. Un film de 2h30 où il condense les 2 films qu'on a vus en un seul film. D'accord. Et donc lui, il a fait d'autres choix. On peut voir d'autres idées d'adaptation où le personnage justement de Nabaron est plus présent. Enfin, Alors, j'ai surtout pas dit qu'il y avait... que c'était impossible de faire différents choix. Il y a énormément d'approches qu'on aurait pu faire avec ce film. Il y a énormément, juste pour être clair par rapport à ça. C'était plus dans cette idée que Dune est impossible à exécuter parfaitement. Ouais, je suis d'accord avec toi au sens où ce qui me plaît et aussi ce qui me déplaît dans le film, c'est que je suis tout le temps, et c'est ça qui me tient vraiment accroché à l'écran, c'est que l'image, elle est magnifique. Les plans, ils sont d'un cadrage exceptionnel. Je sens à chaque fraction de seconde de ce film que je suis devant une odyssée interstellaire immense. Que vraiment là il se passe devant moi quelque chose qui me dépasse totalement, et que je sens dans chaque plan dans la façon qu'il a d'iconiser l'environnement, ces personnages, je sens que c'est grandiose de ce que je vois. Je sens vraiment que c'est impressionnant, et j'adore ça me crée un poids dans les scènes qui me plaît. Je sens qu'il y a une tension énorme, et du coup c'est ça qui me travaille. Mais du coup c'est ça aussi que je peux reprocher, c'est que je sais aussi que c'est une histoire qui est trop grande pour être racontée en un film ou 2. C'est une histoire qui est beaucoup trop large, et du coup comment tu la racontes avec les moyens qu'il a. Il a déjà réussi à faire 2 films de 2h30, c'est déjà vachement bien, mais même avec ça je sens qu'on n'a pas effleuré encore le cœur de ce qu'est vraiment, de ce que serait Dune. Et peut-être pour ça il faudrait genre 10 films. Oui, exactement. Et non, exactement. Mais donc, Denis Villeneuve est dans un dilemme, dans la mesure où, imaginons, prenons par exemple le côté spirituel du roman qu'il va adapter. Il décide qu'il n'a pas assez de temps pour véritablement aller au fond et de vraiment développer ce propos de spiritualité. S'il le faisait, le film serait sursaturisé. On aurait l'impression qu'on fait probablement un hors-sujet. On va trop loin et on ne se focalise pas sur l'histoire. Donc, quel est son autre choix? Il peut complètement l'enlever.
Mais s'il enlève ce côté spirituel, il ne fait plus Dune. En fait, Dune perd son identité parce que la spiritualité est intrinsèque avec l'ADN de cette histoire. Et ainsi, il faut épicer l'histoire avec un tout petit peu de spiritualité. Et on ne peut pas l'enlever, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout non plus et le développer comme on ferait dans un autre film qui permettra cela. Ainsi, peut-être, il nous faut un peu un amour fati où on accepte que dans ce médium, il est impossible d'aller jusqu'au bout et dans tous les thématiques. Et il faut que ça soit en modération et peut-être même que ça soit que certains éléments soient des préludes pour des éléments qui vont venir dans les films, dans les prochains films. Oui, encore une fois, on en retourne toujours à ça va venir dans les prochains films et puis ça pourra développer plus tard. Mais je trouve que cet argument a ses limites. Je peux trouver vraiment, moi, j'ai trouvé beaucoup de points communs avec Dune 2 et avec Matrix, par exemple. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de scènes qui ressemblent entre Dune 2 et Matrix 2 et 3 d'ailleurs. Il y a des scènes qui c'est vraiment les mêmes. Mais c'est intéressant par rapport à tout ce qui se passe autour de l'élu aussi. Mais quand je regarde Matrix, par exemple, qui traite de plusieurs sujets avec une dimension spirituelle et très matérialiste en même temps, avec une figure d'élu, avec l'amour, enfin voilà, il y a beaucoup de choses en commun qu'on peut voir entre ces deux films-là. Matrix, il y a 3 films. Chaque film a une identité. Chaque film te parle d'un sujet. Et les 3 te parlent d'une globalité. Et c'est tout, et c'est résumé. Il y a la potentialité de raconter beaucoup plus. La preuve, il y a eu des animatrix, il y a eu énormément de mangas, il y a eu énormément de choses qu'on a pu raconter autour. Mais l'histoire, elle est condensée. Elle est fait en sorte qu'elle tient, elle est cohérente. Elle raconte énormément de choses. Il y a énormément de grilles de lecture. Il se passe beaucoup de choses. Et la thématique est centrée et juste. Et là, pour l'instant, ça fait 2 films. Et je trouve que le 2 un peu plus a une forme d'identité propre. Le 1 n'en a pas. Les thématiques sont débutées, mais elles ne sont pas assez développées ni assez amenées. On ne sait pas où ça va aller. Et j'ai pas envie de passer encore 5 films à me dire ouais, mais ça va être conclu dans le prochain. Là, dans ce cas, je reproche ça à Marvel. Je suis obligé de au moins le relever chez Dune. Moi, j'aimerais un peu plus m'atteler quand même voilà, toute cette dimension spirituelle, thématique, tout ça, c'est bien qu'on en parle, mais je pense que c'est bien aussi qu'on n'a pas suffisamment parlé du film, ce qui nous montre en lui-même, genre, de manière plus formelle. Je voulais revenir peut-être sur un petit défaut, par exemple. Je vais reprendre les points que j'ai notés dans la mise en scène et dans l'aspect formel du film. Par exemple, la musique, où je trouve que trop souvent, elle me dit qu'il se passe un truc de ouf à l'écran et que la mise en scène ne me dit pas vraiment que c'est le cas, quoi. On a l'impression qu'elle est plus là pour combler un petit manquement dans peut-être l'interprétation de certains personnages, la carrure de certains, je sais pas, dans l'événement en lui-même. Elle est souvent là pour combler un petit manquement. C'est une des choses que j'ai relevé. Le travail du gigantisme, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là j'aimerais aussi en reparler à travers la scène de l'apprivoise, quand tu dois apprivoiser entre guillemets le ver des sables. La première scène, une sorte de grosse étape d'acceptation de Paul par le peuple des Fremen, où j'ai trouvé qu'en termes de, par exemple, cette scène en termes de découpage n'avait pas forcément de sens narrativement parlant, mais si on prenait les plans un par un, il y a quand même énormément de choses qui nous sont proposées. Et en fait, je voulais relever cette utilisation de la longue focale que j'ai trouvée vraiment géniale dans le film. Alors, petit point technique juste pour expliquer aux gens qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une longue focale. Je vais essayer de le vulgariser, mais dites-vous que c'est un objectif qui permet d'avoir un champ de vision extrêmement zoomé. C'est pas exactement ça techniquement, mais au moins vous comprenez la vraie fonction de cet objectif. Et il a une particularité, c'est que il va jouer avec les perspectives, il va les écraser, ce qui fait que les distances vont être écrasées. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Et surtout, quand il y a un élément qui est extrême, qui est un petit peu plus gros que d'autres, il va rapidement être amené à sortir du cadre. Et c'est avec ce petit joujou-là qu'on peut créer cette sensation de gigantisme. Et c'est beaucoup utilisé dans cette scène du ver de sable, la première épreuve du ver de sable de Paul. C'est beaucoup utilisé. On l'a
malheureusement un petit peu à toutes les sauces. C'est-à-dire que si on prend le découpage de la scène en elle-même, ça a pas trop de sens par rapport à toutes les valeurs de plan qu'il utilise. Parfois on le voit avec l'immensité du désert au loin, parfois on l'utilise pour l'écraser, pour le rendre seul sur la dune. J'ai l'impression que thématiquement ça se répondait pas vraiment dans la globalité du découpage de la scène. Mais par contre, par exemple, moi je voulais revenir sur un plan où on est quasiment en top shot, on n'est pas avec une grosse incidence, mais on n'est pas exactement en zénithal, où on va avoir ce plan où Paul est minuscule dans le sable et il est aplati dedans, il est dans un amas de sable, et j'ai trouvé que ce plan était vraiment magnifique. Et pour revenir un peu sur la technicalité aussi du film dans un point de vue des couleurs, c'est l'un des premiers films qui m'a fait ressentir vraiment le game changer qu'est la séance en salle plutôt qu'à la maison. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vu le 1 chez moi et j'ai vu du coup le 2 en salle. Étant donné que c'est des films relativement similaires esthétiquement, je pense que la comparaison est pertinente, mais c'est l'un des films qui me fait dire ah oui, j'aurais peut-être dû voir quand même le 1 en salle. La salle propose autre chose. Bien que dans les films en général de Denis Villeneuve, les couleurs sont relativement contenues, on n'est pas dans un truc très saturé. Là, par moment, dans le film, on va avoir vraiment des tons or, ocre, qu'on ne pourrait pas avoir à la maison sur un écran, sur les écrans traditionnels qu'on a à la maison, des écrans dits SDR, qui ne proposent pas une gamme de couleurs et de dynamique aussi importante que l'écran de cinéma peut proposer. Maintenant, il y a des écrans HDR qui pourraient vous offrir une séance quasi similaire en termes d'image qu'au cinéma. Mais là, vraiment, au cinéma, tu rajoutes le son. Il y a vraiment une expérience de spectacle, de cinéma qui est proposé, qui a son pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre, pour vraiment vous convaincre à aller voir ce film en salle. Et c'était voilà quelques petits points plus techniques que je voulais relever. Ouais, c'est vrai que ça donne envie de le voir en Dolby. Même ne serait-ce qu'en salle, on l'a vu dans une salle classique, dans un UGC, c'était déjà extrêmement convaincant. Alors imagine effectivement en Dolby Vision, ça va être incroyable. Laser, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, laser, X. Mais même si je trouve qu'il y a quand même pas mal de branlettes autour de ça. Mais enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Je trouve que ça vient de la branlette quand tu rajoutes 10 € au ticket. Non mais tu comprends, t'as un siège en cuir, tu comprends? Non, c'est du cuir. Enfin bref. Et vous voulez revenir sur un autre point? J'en ai un autre pour finir, mais peut-être que vous voulez... Non, par rapport au point technique, moi j'appréciais souvent, j'ai déjà expliqué par rapport au cadrage très iconique, ou alors justement l'utilisation souvent de la profondeur, comme le faisait pas mal, comment il s'appelle le réalisateur de Rogue One et puis de... Gareth Edwards. Voilà, comme Gareth Edwards pouvait le faire, on sent un petit peu cet héritage-là, bon, c'est à peu près la même technique, c'est-à-dire de mettre dans un même cadre vraiment une profondeur, plusieurs valeurs de plan pour sentir vraiment la différence de taille et de masse que peut avoir les objets par rapport aux différences d'échelle, exactement, que peut avoir au personnage. Ça donne tout de suite un point de vue humain de qu'est-ce que je suis en train de regarder, à quel point ce que je regarde est immense, et le voir en plusieurs valeurs dans le plan, un premier plan, deuxième plan, troisième plan. C'est aussi de la profondeur, c'est aussi un paysage, c'est une horizon, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus délaissé sur pas mal de grosses productions. Évidemment, comme toujours, Marvel, c'est le seul exemple parce que c'est l'industrie, mais où on a, par exemple, aussi les technologies qu'on a autour du dôme, autour du fond vert, où justement ce sont des images posées plates sur le fond, et les personnages sont en studio et puis évoluent devant, mais sinon tout l'espace est en général une espèce d'image plate, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui est complètement démocratisé aujourd'hui, cette espèce d'espace-là, mais qui commence à se voir et qui des fois juste moi me crée un ennui par rapport à ce que je regarde. Tu peux mettre ce que tu veux, je m'en fous, alors que là c'est juste un désert, mais tu sens la profondeur, tu sens les personnages, tu sens la distance, et ça c'est juste très agréable. Et puis oui, grâce à l'effort qu'ils ont fait d'aller tourner carrément à Abu Dhabi, tout ça et tout, donc ça aide grandement, bien sûr. On voit rarement des films qui arrivent à filmer le désert de manière aussi somptueuse. Ouais. Il y a Lawrence d'Arabie, il y a Walkabout. Je trouve juste que c'est pas fait avec assez de sens dans le découpage dans le film, mais en fait il le présente très bien, mais j'ai l'impression que dans certaines scènes il peut faire des choix de plans qui ont plus de sens dans un ensemble cohérent d'une scène en question. Certes, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi un côté
un certain radicalisme dans le découpage qui marche très bien. Cette oscillation entre plan à la Yann Arthus Partas où tu es à 10 km et tu le vois comme si tu étais un oiseau. C'est extrêmement bien cadré. Et ensuite, des plans macro sur, ça peut être les doigts, les yeux, le sable qui va contre la peau, qui crée une sorte d'intimité et qui va faire miroir au film lui-même. Le fait d'être macroscopique et en même temps très intime. Ce qui est très bien représenté dans le découpage, dans le choix de filmer. Et qui va permettre d'encapsuler un des éléments cruciaux du film qui le rend aussi poignant et puissant. Moi, je voulais parler un petit coup de la voix. Ah, let's go! Ouais, de la voix que je trouvais bien trop peu personnifiée dans le 1, dans le sens où il n'y avait pas vraiment d'idée de mise en scène qui accompagnait l'utilisation de la voix. C'était seulement du son et quelques plans fixes que je trouvais un peu dommage venant d'un réalisateur comme Denis Villeneuve qui regorge d'idées de mise en scène et d'en avoir si peu pour la voix. Qui est quand même l'air d'être un élément hyper puissant et intéressant de l'univers de Dune. Je trouvais ça un peu dommage. Dans le 2, c'est un peu mieux. Il va personnifier la voix, non pas seulement que par le son, mais par la caméra, en lui donnant comme un point de vue, comme un plan subjectif où par moment, c'est vraiment, je vais chercher ça, je vais vraiment creuser dans les qualités de ce film-là parce que j'ai envie de croire au fait que Denis Villeneuve l'a fait consciemment, mais il y a beaucoup de plans où un personnage quelconque va subir le pouvoir de la voix et ça va être le personnage de dos et on va avoir un léger pushing avant comme si la voix venait lui murmurer quelque chose dans l'oreille et j'ai trouvé que c'était un point intéressant pour mettre en scène ce pouvoir de la voix qui est quand même super intéressant. Moi, justement, j'étais peut-être un peu moins d'accord. Je trouvais que la voix, elle marchait justement super bien dans cette même idée de minimalisme des effets, au lieu de forcément faire un effet un petit peu à la Superman où tu vas avoir un effet spécial qui aurait montré la voix. Je trouvais ça intéressant de juste garder sur ce traitement du son parce qu'il y a beaucoup de choses de la spiritualité qui passent par la son dans le film. Le point positif que je trouvais dans le 2 ou quand je trouvais qu'il personnifiait un peu plus la voix, c'est un mouvement, mais c'est carrément minimaliste. Hein. On parle juste d'un pushing avant qui vient murmurer dans une oreille. Ça reste minimaliste. Ça rend pas la chose grossière. Le montage aussi, je trouve très intéressant en général quand il y a la voix justement et tu peux avoir une accélération soudaine en jump cut du montage et moi justement je trouve que ces effets là fonctionnent très bien parce qu'on parle vraiment une cohérence là-dedans vis-à-vis du film une totale cohérence, un petit manquement moi je trouvais ça un peu dommage mais après c'est peut-être l'utilisation scénaristique ou des fois où tu peux te dire oui bon c'est un peu facile, c'est un petit peu dans le 1 surtout. Ouais. Dans le 1 surtout. Il y a un petit côté de j'avance le scénario, ferme ta gueule. Les personnages doivent se sauver là. Il faut faire avancer le récit parce qu'il s'est rien passé depuis 1 heure en fait là. Non, il y a un petit côté comme ça, mais c'est très dur d'avoir un pouvoir comme ça à traiter après. Mais bon, il avait un livre à adapter pour ça, c'est son problème. Mais non, moi je trouve que en général cet aspect minimaliste m'a assez séduit. Qui se retrouve d'ailleurs dans beaucoup du production design du film, qui est beaucoup très minimaliste pour n'importe quelle maison du film d'ailleurs. C'est très ce qui est mis à on est beaucoup dans on n'est développé que ce qui est utile dans le sens dans les outils dans la décoration des maisons et tout c'est vraiment si une fenêtre elle a un petit motif et c'est tout, elle a pas une fonction particulière. La table elle a un petit motif à elle mais elle a pas forcément d'autres fonctions particulières. Non, on est vraiment à quel art on pourrait faire une comparaison à un truc aussi minimaliste que ça un tableau qu'on a en tête qui pourrait Arrakis ou si on est sur Arrakis, moi je dirais plus antique égyptien. Oui c'est vrai, mais c'est vrai qu'en fait je pensais beaucoup au 1 et la planète des Atrides tout en restant minimaliste on n'a plus le nom de l'art et au fait ça se retrouve aussi sur la planète des Harkonnen qui est très très minimaliste elle aussi. Il n'y a pas de fioritures dans les couloirs c'est vraiment là, ce qui est utile est mis à l'image, ce qui est utile est placé dans un décor. Toute autre fioriture n'ont pas lieu d'être. Là, pour le coup, je peux clairement te donner un peu l'inspiration. C'est clairement du H.R. Giger dans tout ce qui est la conception des Harkonnen. C'est justement ce qu'on a pu voir aussi dans le documentaire Jodorowsky's Dune. Évidemment, il avait... Encore lui. Encore et toujours lui.
D'ailleurs, l'histoire est marrante, Tanguy l'avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que H.R. Giger, c'est un illustrateur absolument passionnant, mais attention, ces images elles sont absolument horribles, c'est un grand arrêt. Allez voir la vidéo de HAL 236 qui en parle super bien, bref. Et H.R. Giger, donc c'est un illustrateur qui est vraiment entre le gore, le biotechnologique, le très sombre, des couleurs désaturées entre le sexe et la mort, c'est vraiment le fun, ce mec. Et donc Jodorowsky a fait appel à lui pour la conception de la tribu des Harkonnen dans Jodorowsky's Dune, dans le Dune qu'il devait faire. Et il avait fait plein d'illustrations, plein de dessins. On peut retrouver les dessins. D'ailleurs, si vous allez au musée en Suisse de H.R. Giger, j'y suis allé. Tu peux retrouver les dessins. En fait, j'y suis allé. Je veux juste dire que j'étais allé. Il y allait en fait, je crois. Je crois que j'y suis allé. J'adore H.R. Giger. Voilà. Je fais une aparté beaucoup trop longue pour parler de ce mec, mais j'adore ce mec. Mais justement, tous les dessins qu'il avait fait pour Jodorowsky's Dune ont ensuite été des dessins que Ridley Scott a vu pendant la production de Alien, et c'est grâce au dessin, et particulièrement à un dessin particulier qui s'appelle Necronome 4, le dessin s'appelle comme ça, et c'est à partir de ce dessin-là que Ridley Scott s'est dit j'ai trouvé le design de mon Alien, et qu'il a construit tout l'univers d'Alien. Donc tout est lié, mais c'est assez merveilleux. Donc voilà, on peut retrouver beaucoup de similitudes, par exemple, entre le design de Alien et les Harkonnen. Ça fait partie du même univers, l'univers de H.R. Giger. Donc Denis Villeneuve a repris aussi beaucoup de cette esthétique-là, notamment aussi dans la peau des Harkonnen et dans cet aspect complètement blanchâtre, presque inhumain. Pareil, tout ça revient aussi de l'esthétique Giger. Et donc là, on a une inspiration très ciblée. Donc moi, je suis très fan. Mais je suis très fan dans l'esthétique. Je sais, après, c'est vrai qu'on peut se demander, mais ils font comment pour vivre, les Harkonnen, là? Ça a l'air compliqué, leur life, quand même. Enfin, qui sont leur soleil est mort. Ils vivent dans le noir et blanc. De ouf. Ça, en vrai, c'est une idée intéressante. Mais on revoit... Savent-ils ce que c'est que la nuance? Ils vivent dans le noir et blanc. Ouais, et j'ai trouvé le combat, d'ailleurs, vachement cool entre entre Elvis et Austin Butler. Et justement, ce prisonnier, et de voir toute la relation qu'il pouvait y avoir avec non, la relation qu'il devait y avoir avec le daron. Plutôt Osef pour moi. Ouais. Mais surtout, je l'ai pas trouvé. J'ai pas vraiment eu l'impression qu'il a mis beaucoup d'intérêt dans ce combat. En plus, Denis, il a vraiment fait en sorte que ça aille relativement vite. Enfin, voilà. Non, c'est vrai, j'ai bien aimé dans la relation qu'il y avait avec le baron, où il lui avait tendu un piège, et tu vois que dans ces relations-là, ils mettent en danger leurs enfants, ils s'en foutent, et que c'est que du contrôle, c'est que de la manipulation, ça en dit beaucoup, je trouve, sur leur culture, et c'est assez intéressant. Yes. Allez, non voilà, mais donc il y a quand même énormément de choses à parler quand même dans Dune, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je trouve quand même que tous les choix sont assez intéressants et peuvent être débattus. Mais en général, c'est quand même des bons choix. Donc apparemment, un 3 a été annoncé. Non, pas officiellement. Pas officiellement, il me semble. Hein. Non, pas très officiellement, mais apparemment, c'est depuis Noël qu'il y a des discussions sur quand même... T'as vu l'interview de Denis Villeneuve là, sur le plateau de Quotidien? Je l'ai regardé, elle est cool. Le Quotidien, c'est bien, c'est parce tous les gros réalisateurs américains, dès qu'ils sortent un film et qu'ils viennent en France, ils viennent sur un plateau, c'est le Quotidien. Et il disait que il espère, si ça marche bien, de faire un troisième film, il n'y a rien d'officiel. Si même je pense qu'après, il peut mentir. Mais je vois pas trop l'intérêt qu'il aurait eu de mentir à ce moment-là. Dans tous les cas, ça se dit pas. Enfin, j'espère que ça va se faire. Moi, je suis vraiment happé par la suite. Ouais, moi aussi, je suis happé. Mais en fait, comme un con, je vais vous faire une confidence. Là, pendant que parlait de la spiritualité, je me demandais combien il y avait de livres Dune. J'ai vu qu'il y en avait 6 et j'ai eu le malheur de lire la première ligne, je vais pas vous la dire, la première ligne du synopsis du 6e livre. Je me suis fait spoiler un truc énorme. T'es un taré, toi. T'es un taré. J'ai pas fait exprès, en fait. C'est juste, je regardais les titres des livres et j'ai eu le malheur de lire une ligne de synopsis et bon, voilà. Mais sans mentir, en vrai, ça me donne envie de lire les bouquins. Et carrément. Si jamais le 3 ne sort pas, je pense que je ferai l'effort de lire. Ouais. C'est pas impossible. Hein. Et même, on reconnaît vraiment cette qualité-là. Je disais au début que ça sent que c'est une œuvre d'un fan et qu'il avait les défauts d'une œuvre de fan, mais il en a aussi les qualités. C'est-à-dire que on ressent toute l'admiration qu'il a pour cette œuvre-là et on a bien envie de la partager et d'aller le lire.
Donc, si j'avais pas 800 livres à lire déjà, moi, je me chaufferais bien à aller lire Dune. T'irais lire Dune, toi, Olivier? Absolument. Absolument. Non, c'est indispensable. En plus, moi j'écris. J'écris des romans et donc bon Oui. Axel, on dirait que John Lennon vient de mourir. Que qui? Que John Lennon vient de mourir. Non, Genre, mais il a une tête de choqué. Je savais pas que Dune 1 et 2 de Denis Villeneuve, c'était que le premier livre. Oui. Je me suis aventuré à lire le synopsis du deuxième livre. Oh là là. Putain de merde. Non, mais tu savais que le 1, le premier livre, c'est 600 pages. Non, c'est 1000 pages. C'est 1000 pages. Ouais, c'est beaucoup. Ça ne peut pas être le Dune 1. Putain de merde. C'est pour ça que je vous dis... Si, Jodorowsky, David enfin, Lynch, il a fait David ça. Lynch. C'est Oui. que son... Oui, lui, il a adapté, Je suis trop con. il a adapté les deux. lui. Il a adapté. Waouh. Il a Ça a l'air adapté. quand même intéressant. Je vais quand même le... Je note. Non, mais c'est pour ça que je vous dis depuis le Mais il début. faudrait 15 films alors. Mais c'est ce que je vous dis depuis le début, putain. Non mais oui, non, mais je pensais pas à ce. Les deux, à ça ce c'est que nombre. l'adaptation du premier livre, les deux films qu'on a vus. Du coup, si on voulait adapter Putain, je suis débile. le cycle de Dune et tous les bouquins, il faudrait du coup faire techniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Il faudrait 12 films. Il faudrait 12 putains de films de 2h30. Wow. Allez. Je rentre chez moi, je vais passer à la Fnac, je vais acheter 2-3 livres. Maintenant let's que go. je sais ça, il faut que. Voilà, maintenant il a eu une information capitale. Et ben, on se dit qu'on s'arrête là. On se dit qu'on s'arrête là, on a bien parlé quand Le même. mec, il est en train de remettre ses chaussures, vraiment. On est Parce toujours qu'en fait, en train de- j'avais trop serré mes chaussures, ça on est coupait en la train de- circulation. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre Sans-moi ça. Tout ça. Une T'as attaque des à- micros qui tombent, une des attaque à meubles l'acide. qui explosent. Oh, le dieu de merde. Oh là là. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir fait ce podcast. C'était fort intéressant. On va se retrouver bientôt pour vous parler de prochains films. Je ne sais pas quoi, je sais pas trop ce qui arrive. On On va verra vous le bien. dire maintenant en direct. Ouais, il y avait, je sais pas pour vous, je me fais une réflexion de merde vraiment qui ne regarde que moi. Mais l'année dernière, on a eu beaucoup de films blockbusters autour de l'eau. Genre, on a eu Avatar, la voix de l'eau. On a eu Aquaman. On a eu d'autres films dont j'ai oublié le nom mais que je vais retrouver. Genre, on a eu En eau très trouble. Voilà, il y a eu beaucoup de films autour de l'eau et l'océan. Et là, j'ai l'impression que dans cette année qui arrive, là, on a beaucoup de films autour du désert. Genre, on a Dune, on a Furiosa. Et Vous avez entendu parler du film allemand, là, La salle des profs? Il s'en bat les couilles de ce que je raconte. Ah oui, apparemment c'est très bien. Précisément, La salle des profs, là, le film allemand qui a l'air très très bien. Ouais. Qui sort la semaine prochaine. Je Alors, t'écoute pas, vraiment. ouais. Genre. je comprends. D'accord. Bah écoutez, nous on a vu le successeur hier, on en a pas eu le temps d'en oui, parler. le successeur. Mais c'était Oh là 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 phénoménal. là là Alors, là il faut là le là. dire si vous avez l'occasion, on n'a pas le temps d'en parler. là, allez C'est le un voir. film qu'on peut pas trop en dire malheureusement. Dites-vous juste que c'est un professionnel de la mode qui prend la direction artistique d'une maison de mode qui succède au précédent directeur artistique qui est mort. Et bref, il fait sa première collection de mode qui fonctionne très très bien. Et il s'apprête à faire la une d'un magazine en tant que voilà, nouvel empereur de la mode, sauf que il apprend que son père, avec qui il avait une relation compliquée, est décédé. Et son père vivait au Québec, comme lui à l'époque, mais lui est parti à Paris pour faire de la mode. Bref, son père est décédé et il est obligé d'aller gérer un petit peu toute la succession au Québec. Et il va à la fois prendre connaissance d'un héritage auquel il ne pensait pas. Donc vraiment, Je peux pas vous en dire plus. Faut pas en Allez dire voir plus. ce film. Faut y aller sans rien savoir, mais Ouais. faut y aller. Voilà, c'est Voilà, ça. exactement. Moi j'ai très envie d'aller voir Rome des Abysses aussi, quand même. J'ai envie de voir un peu ce que ça propose en termes d'animation, cette histoire. Mais après, il y aura aussi, en effet, j'ai entendu parler de la salle des profs. J'ai pas encore vu Dali aussi, j'aimerais bien le rattraper. Et après, par rapport à la suite, on va attendre, on va voir ce qui arrive. Il y a karaoké avec Michel Larocque. Ferme ta gueule. Vraiment pas. Je sais qu'il y a SOS Fantôme qui va pas tarder à arriver. Oh fuck, J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler. Rien à foutre d'une force. Il y a un film qui m'intrigue par son titre, c'est HLM Pussy. Oui, il est passé à Cinéma en lieu à mon cinéma. Et Ah ouais j'ai bien envie de le mater. Je vais aller le voir. Est-ce que pour autant ça va être le film du mois? Je ne sais pas. Non, je sais pas. Mais, Mais on peut se faire un micmac de plein de films. Bien sûr. Bien sûr. Mais enfin bon, je pense qu'il est l'heure de vous laisser, Il est messieurs. temps de dire au revoir. On dit au revoir, Olivier. Au revoir les amis. Merci pour cette expérience.
Bon, si vous voulez suivre notre contenu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, aussi au compte Instagram où on donne toutes nos news. Vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube du coup, mais également sur tous les plateformes de podcast. Nous, on se dit à très vite pour la suite. Des bisous. Bisous. Bye.